Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV. C'est reparti pour un petit tour. 10h, 11h52. Nous aurons justement près de 2 heures de temps pour parler des problèmes sociaux, pour donner quelques esquisses de solutions par rapport à la dénonciation du jour. N'oubliez pas, un homme qui n'est pas informé est tout simplement comme un poisson qui n'a pas de guide. Ce matin, vous aurez donc également votre revue de la presse, un exercice de TVB, Théophile Vianney-Billa. L'instant de l'analyse de ce jour nous amènera à parler du sous-développement dans les pays du continent noir. Sous-développement des États africains, comment en sortir? Y a-t-il une thérapie? Y a-t-il des solutions? Qu'est-ce qu'il faut faire? Y a-t-il une méthode? Y a-t-il un procédé? De toutes les façons, on commentera, on analysera, afin que nul n'en ignore. Si vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Je commence par accueillir nos invités qui répondent déjà présents ce matin. Je commence par le professeur Ebossé. Bonjour professeur. Bonjour, très bonne heureuse année, parfait. Bonne année professeur. Merci. Comment vous allez pour cette année? Je vais très bien. Pour cette année? Mais je vais très bien. Et le département aussi de littérature et civilisations africaines. C'est pour cela que je suis là. Vous êtes d'ailleurs chef de département. Voilà, autour du développement et comment sortir de la guéguerre de l'histoire. Cela signifie que vous êtes très à l'aise par rapport à ce sujet inscrit à l'ordre du jour. Le département ne fait que ça. Vous allez donc parler des choses que vous faites au quotidien. Tout à fait, tout à fait. Et dernièrement, vous savez que le CERDOTOLA a organisé une grande conférence internationale autour de la Renaissance africaine. Tout à fait. Et la nouvelle pensée africaine. Donc, on est dans la même mouvance de comment faire pour arriver à s'arrimer avec la nouvelle pensée africaine. Très très important pour les pays africains. Comment se porte le recteur, le professeur Soso? Le recteur va bien, nous sommes dans des nouvelles sphères en ce moment. On va vers les examens du premier semestre. Donc tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Merci beaucoup professeur Ebossé d'être là ce matin. En face de vous, on accueille un vieux de la vieille. J'aime l'appeler le président des révolutionnaires. Aimé Cyprien Olinga, bonjour. Bonjour parfait Haïti, bonjour à vos millions de téléspectateurs, bonjour à mes copanélistes et un bonjour patriotique bien entendu à tous les révolutionnaires, les militants et sympathisants de mon parti, le Front démocratique révolutionnaire, le FDR. Le Front démocratique révolutionnaire, le FDR. Comment il se porte votre front? Ou alors, si on vous pose la question en inverse, depuis que vous luttez, depuis que vous combattez, depuis que vous prônez votre idéologie, avez-vous l'impression qu'au niveau de la sphère sociale, le message passe? Effectivement, le message passe. Si le message ne passait pas, je crois qu'il y a longtemps, on se serait découragé. Le message passe et il passe très bien. Sauf que quand vous avez quand même en face une dictature vieille d'un peu plus de 60 ans, ce n'est pas toujours évident. Tout le monde sait quelle est l'approche que ceux qui nous gouvernent donnent à la démocratie. La démocratie, selon eux, c'est de conserver le pouvoir à tout prix, à tous les prix. Et vous savez que dans un tel système, plus ou moins tyrannique, on ne tolère pas toujours les voix dissidentes. Et de ce point de vue-là... C'est quoi le rôle d'un parti politique? Mais c'est de se battre, c'est de faire la critique constructive, c'est de proposer des politiques alternatives à celles qui sont mises en place par les gouvernants. Il n'y a pas également l'aspect où un parti politique, s'il n'est pas au pouvoir, il devrait se battre à accéder au pouvoir et le maintenir? Non, le rôle d'un parti politique, effectivement, c'est de se battre pour accéder au pouvoir et de s'y maintenir, mais pas de s'y maintenir à tout prix et à tous les prix, parce que la démocratie, elle est encadrée par des règles. Et il faut que ces règles-là soient respectées. Il y a la transparence, elle fait partie, il y a l'alternance, qui fait partie des éléments essentiels d'une démocratie. S'il n'y a pas d'alternance, on ne peut pas parler dans au nom de l'alternance démocratique, si Parfait ici est donc élu chef de l'État demain, en tout cas, je pense que c'est tout le mal que vous me souhaitez, je devrais donc dire, bon, comme j'ai déjà mis 4 ans, l'un des principes de la démocratie, c'est l'alternance. Je pense que je dois partir. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Et j'ai dit que lorsque vous observez, si je continue à être élu, non, on est élu une fois, 2 fois, dans les plus grandes démocraties du monde que nous respectons, nous aussi. Vous avez copié la constitution de la 5e République française.
bien entendu, celle qui nous gouverne depuis 1996. C'est une copie d'une constitution française. Mais comment vous comprenez que là où nous sommes allés copier la constitution, que les gens fassent 2 mandats et que chez nous, les gens passent 7 ans renouvelables ad vitam Et si aeternam. quelqu'un te disait le Nous disons c'est le ceci. Cameroun. Et c'est pour ça que nous allons débattre sur le développement. Parce Tout à que fait. c'est l'un des éléments essentiels qui nous maintient dans le sous-développement. Quand vous avez des gens qui s'éternisent au pouvoir, qui n'innovent plus, qui ne peuvent plus réfléchir à des alternatives, à d'autres systèmes, évidemment, ils conservent le pouvoir et pour nous conserver. Et on stagne quand on ne recule pas. Et ça fait partie des éléments dont Vous nous connaissez avons discuté. Alpha Blondy? Bien entendu. Il avait dit un truc, hein, il était inspiré ce matin. Oui. Il avait dit le pouvoir absolu corrompt absolument. Et Bon, il c'est parlait ça. de la Côte d'Ivoire. Oui. Nous sommes au Cameroun. Mais il parlait du pouvoir absolu. Mais ce que je viens de dire démontre à suffisance que celui qui nous gouverne aussi est un pouvoir absolu. Ça, c'est une réalité. C'est la vie de Aimé Cyprien. Aimé Cyprien, merci d'être là ce matin. En face de vous, on accueille Arnaud Victor Eyala. Bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour également à tout le panel. Je n'oublie pas ceux qui nous suivent à la maison. Bon retour à vous. Vous avez beaucoup manqué hier. Ah bon? Il est vrai que Jean-Claude a assuré, mais tout au moins, vous savez, chaque émission a une âme. Et il ne faut pas aller par 1000 chemins pour le dire. Il est vrai également aussi que le cimetière est rempli des hommes importants et qu'il y a ce qu'on appelle en télévision le service continu. Après nous, il y aura naturellement d'autres, mais vous nous avez manqué. Arnaud Victor, je suis de ceux qui pensent que si vous avez eu de la nourriture, dès que vous finissez de manger dans le plat, il ne faut pas le casser. Tout à fait. D'autres, dès qu'ils finissent de manger, ils cassent le plat. Et donc, mon objectif est que il y a beaucoup d'autres pères. Perfecto. Voilà, tout à fait. Vous voyez un peu. Si après Perfecto, il y a le virage, c'est pas normal. Il y a un problème. Il y a un problème. Ah ouais. clair. Donc, et maintenant, pour arriver à mieux faire, il faut d'abord commencer. Moi, j'ai critiqué une affaire depuis des années dans ce pays que l'on appelle Cameroun. Vous allez postuler dans une entreprise, vous voulez être, je sais pas moi, c'est un exemple, chargé de la communication. On dit, expérience, 10 ans. Voilà les critères. Et vous avez appris dans le ventre de votre Mais mère. finalement, si vous commencez par exercer quelque part, comment vous aurez l'expérience de 10 ans? Ah oui. Ce n'est pas possible. Je combat ces critères-là au niveau des entreprises. Tout à fait. On a la recherche de 2 journalistes. Parmi les critères, doit avoir un diplôme en journalisme, doit avoir un autre critère, expérience, 15 ans. Oui, c'est une manière d'écarter les gens. Et malheureusement, les Camerounais ont réussi à contourner, à bifurquer. C'est-à-dire, on peut aisément maintenant fabriquer des faux contrats de travail. On peut aisément fabriquer, avec beaucoup de choses, avec la technologie qui évolue. Vous voyez que vous me demandez 10 ans d'expérience. Moi, j'ai 0 ans, mais je suis performant. Je sais que si vous commencez à me donner cette chance-là, je peux m'en sortir. Comme vous voulez 10 ans, je vous crée donc 10 ans de médiocrité. Et pas bien. Et c'est comme ça. Donc, vraiment, à Info TV, nous donnons la chance à tout le monde. Tout à fait. Nous C'est parlons un un peu tout la petit question. peu comme du côté du PCRN. Il faut libérer les énergies. Effectivement. Il C'est faut ce que vous libérer faites les au quotidien. énergies. Je suis contre ces vieux qui sont là, dès qu'il est arrivé quelque part, il fait l'effort de tuer tous les autres qui viennent derrière lui. Effectivement. Parce qu'on doit être conscient, perfecto, perfecto de quoi même. Je prends le premier verre. Théophile Vianney-Bia, bonjour. Parfait, ici, bonjour. Bonjour au panel, bonjour également aux téléspectateurs qui nous regardent à la maison ce matin. C'est avec beaucoup de joie dans le cœur que je vais saluer affectueusement et religieusement les femmes ce matin. Merci beaucoup. Et Théophile Vianney-Bia est justement ce jeune que nous soutenons, que nous voulons voir continuer à émerger au niveau du journalisme. Il est d'ailleurs le plus jeune rec de toutes les chaînes de télévision en Afrique au sud du Sahara. C'est l'homme de la revue de la presse. Théophile Vianney-Bia, que disent les journaux? Parfait, ici, l'affaire McGill et l'État du Cameroun continue de faire la une de certains journaux en kiosque ce matin. Avant d'en arriver là, nous aurons cette revue de presse avec le quotidien à capitaux publics camerounais
Cameroun Tribune qui nous parle de cette actualité marché africain des capitaux. Pourquoi Paul Biya? Tiens, on en parle dans ce journal. L'idée de la mise en place d'un mécanisme local adapté pour le financement du développement des pays du continent, défendu avec une certaine insistance par le président de la République depuis peu, présente, selon des spécialistes, de nombreux avantages et gagnerait à être élargi à l'ensemble du continent dans une structuration commune. De la page 8 à la page 9, Cameroun Tribune revient donc sur le marché africain des capitaux. Pourquoi Paul Biya y tient? Au bas de une de ce journal, on s'intéresse aux réceptions et cérémonies. Quand les invités font leurs provisions, les repas apprêtés lors des diverses manifestations publiques ou privées finissent souvent dans les sacs de plastique ou des gamelles de certains convives. Zoom sur une dérive du savoir-vivre qui tend à se généraliser de la page 12 à la page 13. Le journal Cameroun Tribune en parle donc ce matin et revient sur cette dérive qui tend à se généraliser. Mutation parle de ce gaz domestique qui se fait rare à Yaoundé. Gaz domestique, la pénurie prend corps. Le combustible manque dans plusieurs stations-service et autres points de vente de Yaoundé. Le journal en parle en page 5. Complexe sportif d'Olembe, déjà 155 milliards francs CFA dépensés. On nous le fait savoir en page 11 du journal Mutation. Laissons ce journal et retrouvons le jour d'Aman Mana qui s'intéresse également au complexe sportif d'Olembe. Le grand déballage est présenté en page 9. Accusé d'avoir calomnié l'entreprise canadienne, Narcisse Mouele Kombi a fait une autre sortie. Cette sortie est à lire dans ce journal qui est en kiosque ce 12 janvier 2023. Il s'agit du journal Le Jour. La Nouvelle Expression parle également du complexe sportif d'Olembe en page 3. Le journal La Nouvelle Expression titre ce matin en colonne complexe sportif d'Olembe, McGill répond à Mouele Kombi. Le constructeur canadien à son tour a répliqué pour donner sa version des faits suite aux accusations d'atteinte à la fortune publique et de résiliation unilatérale du contrat de construction du complexe sportif d'Olembe. Le journal en parle ce matin et revient donc sur la sortie de McGill. Déraillement du Cameroun. 3 mesures possibles de sauvetage. Ces 3 mesures sont à lire de la page 6 à la page 8 du journal La Nouvelle Expression qui est en kiosque ce matin. L'info à chaud revient avec cette réplique de McGill. Réplique après la sortie du MINSEP. McGill souhaite le respect des dispositions du contrat. On nous le fait savoir dans ce journal. En page 6, l'éveil républicain parle de ce complexe sportif d'Olembe. McGill sonne le tocsin et met à nu Mouele Kombi. L'information est présentée en grande une du journal L'éveil républicain. Une correspondance bien tartinée a été déposée à l'attention du ministre secrétaire général des services du Premier ministre le 9 janvier dernier et donc le contenu est un véritable cocktail explosif. McGill apporte les preuves démontrant que le MINSEP serait le chef d'orchestre des manquements observés dans les travaux d'achèvement du complexe sportif d'Olembe. On en parle ce matin et on revient sur cette sortie de McGill. Investigue Info parle également du complexe sportif d'Olembe. Le journal de Sylvain Taha titre donc en grande une complexe sportif d'Olembe. Professeur Narcisse Mouele Kombi dénonce un grossier chantage à lire dans ce journal en page 3. Émergence parle de l'affaire Stade d'Olembe. McGill tacle Mouele Kombi. Ce tacle est donc présenté en page 3 du journal Émergence qui est un quotidien bilingue et qui est en kiosque ce jeudi. Au bas une de ce journal, on parle du projet d'approvisionnement en eau potable de Yaoundé et ses environs. Le point sur les travaux. Le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Elundoué Somba a opéré hier une visite sur les principaux sites de construction. Le journal revient donc sur cette visite de travail du ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Elundoué Somba. Accès à l'eau potable à Yaoundé et ses environs, tous branchés en 2023. À l'issue de sa visite du projet de l'alimentation en eau potable de Yaoundé et ses environs, hier, à 3 mois de sa livraison, le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Elundoué Somba, qui tient à respecter les instructions présidentielles, a montré son satisfecit quant à l'avancement des travaux dont le taux d'exécution est à 95%. La Voix des jeunes parle également de ce taux d'exécution ce matin en principale une eau potable à Yaoundé vers la fin du calvaire. Le projet d'approvisionnement en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs à partir de la Sanaga est réalisé à 95%. On nous le fait savoir ce matin et on parle de cette évaluation
du ministre de l'eau et de l'énergie qui exprime dans son satisfecit après cette visite de travail. Le Tri Hebdo le soir de feu Armand Bianda reste dans cette même actualité et nous la présente en grande une. Projet PAEPIS, le taux de réalisation est de 95%. La dernière phase de sa réalisation dans les 3 prochains mois marquera, à en croire les ingénieurs dévoués à la tâche, à la fin des coupures intempestives d'eau potable à Yaoundé et ses environs. Sans détour, présente ici les membres du gouvernement qui ont marqué l'année 2022, gouvernance publique, les meilleurs performeurs de l'année 2022. On peut donc voir, entre autres, le ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent Serge Tounzingwa, le ministre du Commerce, Luc Magouambarga Tangana, le ministre des Transports, Jean-Ernest Massénangale-Bibert, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundoué Somba, et même le directeur général de la Société immobilière du Cameroun, Amadou Sardaouna. Quelques figures sont donc présentées dans ce journal, ainsi que leur réalisation en 2022. Éco-santé de Joseph Mbengboum nous permet de refermer cette revue de presse Acte 2 sur Info TV. Et ce journal s'intéresse à l'Ordre national des médecins du Cameroun. Dr Guy Sanjong laisse une créance de plus de 2 milliards de francs CFA. Cette créance à recouvrer provient de 6 ans de subventions non réservées par le ministère de la Santé publique, des retombées de partenaires de 2022, des rémunérations de bons de caisse, du solde des arriérés des médecins militaires et des arriérés des cotisations des médecins. Le recouvrement de cette créance sera à coup sûr l'un des premiers chantiers du prochain bureau de l'ordre. On en parle en page 2 du journal Éco-Santé qui nous permet de refermer cette revue de presse Acte 2 sur Info TV. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Imbattable, implacable, incontournable et inaliénable est et reste votre fidélité. Merci de nous regarder tous les jours lorsqu'il est 10h. C'était la revue de presse avec Théophile Vianney-Bia. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci parfait ici, merci au panel, merci aux téléspectateurs. Oui, moi j'en ai convenance. Je vous appelle TVB. Merci beaucoup. D'accord. Alors, TVB, vous ne partez pas. Le 19h en anglais, c'est ce soir, sans oublier naturellement le 20h en français. Un fait saillant de l'actualité développée. On va revenir sur cette actualité qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Vous savez que les populations de Yaoundé souffrent, parlons de l'approvisionnement en eau potable, et on nous annonce que dans 3 mois, ce projet PAEPIS va donc porter des fruits. Est-ce que véritablement, après ces 3 mois, le calvaire des populations va s'achever? Parlons bien sûr de l'approvisionnement en eau potable. C'est un nouveau projet là. C'est un projet qui existe depuis quelques années aujourd'hui et qui est donc en train d'aboutir. Il reste uniquement 3 mois et d'après le ministre de l'eau et de l'énergie, les travaux sont déjà à 95% de réalisation. Donc les 3 mois qui restent, c'est tout simplement pour parachever le projet. Oui, parfait. Que de projets au Cameroun. Que de projets véritablement. Peut-être qu'on va faire une émission également sur cette... Que de projets au Cameroun. Il est très important de Mais faire au niveau de une l'évaluation, nous tendons vers 0. Exact. Que de projets. Beaucoup de projets. Maintenant, reprenons l'autre projet là, c'est pas quoi? Le projet PAEPIS. PAEPIS. Oui. Voilà le nouveau bébé. Le projet PAEPIS. Lorsque vous allez du côté de la sortie de la ville, du côté de Etoudi, vous allez vous rendre compte que de ce côté, il y a des canalisations d'eau qui sont aménagées. Ça sort du côté de, je pense, de la Natchigal. Oui, de la Natchigal également. Donc, c'est cette eau-là qui va donc alimenter Yaoundé et ses On ne parlera plus de pénurie d'eau à Yaoundé. C'est ce qu'on nous annonce. On nous l'a dit depuis une trentaine On ne fait que nous le dire. Il faut y croire. Oui, il faut y croire. Tant qu'on vit à espoir. Parfait, ici. À demain 10h. Avec le même plaisir et le même bonheur. Très bonne suite d'émission à vous ainsi qu'à vos panélistes. Merci beaucoup. Alors, Aimé Cyprien Olinga, nous avons retenu une ou deux actualités au niveau de la revue de la presse de Théophile Vianney-Bia. Je souligne également que est encore attendu sur ce plateau le docteur Ariel Meigny. Il est expert en matière d'intégration. Il nous a confirmé sa présence. Nous osons croire qu'il nous retrouvera d'un moment à un autre. Alors, Aimé Cyprien, mutation, parle du gaz domestique. Et on parle aussi encore d'une pénurie. Le gaz domestique, la pénurie prend corps. Selon la une des mutations de ce matin, finalement, le Cameroun est un pays de pénurie. Ben, bien sûr que le Cameroun est un pays de pénurie. Ça, c'est la conséquence. Je vous ai dit tantôt que lorsque les gens s'arrangent à s'éterniser au pouvoir, ça crée des pénuries.
Oui, évidemment, parce que vous n'innovez plus. Vous n'innovez plus. Monsieur Haïssi, lorsque vous prenez le pouvoir démocratiquement, dans les pays qui se veulent vraiment démocratiques, c'est pour un mandat. Et le mandat commence dès votre élection. Et vous allez constater que dans la plupart des pays démocratiques, je crois au plus tard, 72 heures après l'élection, il y a déjà un gouvernement. Parce que les gens courent après le temps. Là-bas, le temps est quelque chose de fondamental en démocratie. Parce que vous avez des projets, vous avez envie de les réaliser dans le laps de temps qui vous est donné par le mandat. Et très souvent, ce qui arrive, c'est que vous lancez donc ces grands projets-là, et puis vous vous mettez à l'essieu. C'est pour ça que des gens qui sont pour nous des exemples, comme Jerry Rawlings, puisque c'est lui qui est mon exemple à moi, et sans oublier Jerry Rawlings allait dans les chantiers tous les mercredis. Il contrôlait tous ces chantiers chaque mercredi. Alors, ça vous permet de voir l'évolution et d'encourager... De donner les orientations. Bien entendu, et de faire en sorte que c'est... Évaluer, effectivement. Alors, au bout de 5 ans, lorsque le mandat il est de 5 ans, vous allez vous apercevoir que certains grands projets sont finis, ils ont même été inaugurés, parce que le dirigeant court après le temps. Il se dit qu'il faut qu'au terme de ce mandat, que j'ai un bilan à défendre, que je montre à la population que par rapport au programme que je vous ai proposé, voici ce qui a été fait, voici ce qui a été réalisé, voici ce qui reste à faire, et pourquoi ça n'a pas été fait. Et si vous m'accordez donc un second mandat, évidemment, nous allons terminer ce qui est en chantier, et nous allons également achever ce qui est à faire. Donc, mais quand vous avez des gens qui sont là, qui savent que, quel que soit lambda, ils seront toujours élus, entre guillemets, avec des méthodes que nous connaissons d'ailleurs, et qui sont contestables, mais ils ne courent pas après le temps. La preuve, c'est qu'on attend un gouvernement depuis pratiquement des années qui ne vient pas. Les gens se tournent les pouces alors que tout le monde voit que c'est du gouvernement, ça ne va pas. Il n'y a pas de cohésion gouvernementale. Il y a des crises économiques et sociales qui couvrent et personne n'ose se mouvoir. Parce que quoi? Parce que le président, il sait qu'il est là à vie et qu'il n'aime, quel que soit lambda, il sera toujours là. Donc, c'est pour ça que je dis que il faut que nous apprenions, n'est-ce pas, à nous arrimer à la modernité. Parce que c'est la succession des régimes qui amène le développement. Aucun régime tout seul n'a développé une nation. C'est lorsque vous avez 3, 4, 5 régimes qui s'alternent, ou 6, au bout de 6, 7, 8, vous allez vous-même constater que le développement est effectif et que les choses ont avancé. Mais quand vous conservez les mêmes gens pendant 40 ans, 50 ans, sachez que vous avez creusé justement vous-même le trou qui va vous maintenir dans le sous-développement éternel. Merci. Je vais lire un message. C'est vrai qu'à pareil moment, je ne lis pas souvent les messages, mais le message concerne le professeur Ebosé qui est sur le plateau. Alors, que dit le téléspectateur? Bonjour le panel. Je voudrais savoir si la dame sur le plateau est mariée. Le monsieur continue. Perfecto. Elle est bio, belle, élégante, attirante, envoûtante, ensorcelante. Incroyable. Il ne s'arrête pas à ce niveau. Perfecto, je suis déjà fou, malade, perdu. Professeur, le monsieur ne s'arrête pas. Il dit, elle est très différente des préfabriqués qu'on observe partout au Cameroun aujourd'hui. Il continue. Perfecto, pardon. Je ne te demande pas de l'argent. Aide-moi seulement à avoir son contact. Et c'est signé Mani Tenga de Bikok. Professeur, vous avez rendu un téléspectateur fou. Ironia, bonjour parfait, ici bonjour à tes invités. Je voudrais savoir pourquoi le réalisateur ne nous montre pas suffisamment cette dame sur le plateau. Mais je préfère ne pas vous poser une autre question. Mani Tenga. Oui, Mani Tenga de Bikok. Il est devenu fou. Vous acceptez de lui donner votre contact? Non, Mani Tenga. Un homme aussi fou, vous n'allez pas lui donner le contact? Mais il peut se suicider.
Alors, je vous pose une autre préoccupation. Hein. Je me dis que vous suivez aussi avec beaucoup d'intérêt. C'est que c'est pas du côté du complexe sportif d'Olembe, avec ce qu'il faut désormais appeler au Cameroun, affaire McGill. Alors, plusieurs journaux reviennent sur cette folle actualité. Un journal qui nous dit que McGill souhaite simplement le respect des dispositions du contrat. Un autre journal nous fait comprendre que McGill met le MINSEP à nu. Le MINSEP, c'est le ministère, hein, c'est le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Mouele Kambi. Un autre journal nous dit simplement que McGill tacle Mouele Kambi. Votre réaction? Avant la CAN, on avait déjà commencé à parler de cette situation qui n'est pas très claire. D'abord sur les critères du terrain. On avait d'abord dit que c'était un grand complexe avec des hôtels, avec des terrains de golf, avec tous les stades de l'olympisme, à savoir le basket, le volley, ainsi de suite. Mais après, en plein Cannes, il y a carrément mort d'homme. Et donc, certains l'ont dit, enfin ceux qui se disent spiritualistes là, les démons de Lembe. Il y a d'autres qui... On avait besoin de sang pour gagner la de ce sang, du sang. C'est comme ça que les gens l'ont expliqué. Alors, moi je me dis que c'est la danse, les bantous, c'est-à-dire que ce soit les douala, les étaux, les bassins, c'est la danse du diable. Ah bon? Pourquoi? Lorsqu'il y a corruption à grande échelle, et que vous voulez à un moment donné récupérer cela à des fins politiques, et puis donner même le nom du stade en disant stade pour, alors que la personne ne vous a absolument rien demandé, tout ce qu'elle vous demande, c'est de respecter le cahier de charge, et que vous mettez le stade à la disposition. Bien réaliser le projet. Le projet, je veux dire que mettre, n'est-ce pas, le stade à la disposition des Camerounais, puisque c'est l'argent du contribuable. Tout à fait. Après tout. Et on essaye de vouloir jongler en passant, en faisant passer le peuple pour des enfants, pour des dingues. Voilà donc les dérives de tout ce qui n'est pas clair. Et là, je rejoins M. Olinga, qui est assez clair là-dessus, en disant que là où il y a du flou, il n'y a pas une traçabilité, il n'y a pas un suivi, on ne peut arriver qu'au chaos. Parce que pour pouvoir asseoir un développement, il faut une rigueur. Parce que le garçon, l'être humain, c'est d'abord un garçon de café. On ne peut faire confiance en personne. Donc lorsque vous effectuez des travaux qui sont d'intérêt public, c'est la volonté générale qui doit l'emporter sur la volonté particulière. Mais si vous savez que vous êtes suivi, vous réfléchissez à plus d'un tour avant de faire quelques dérives que ce soit. Parce que là, ça donne l'impression que les gens sont dans un poulailler et que chacun fait ce qu'il veut. Et même dans une porcherie. Je préfère le poulailler parce que là, il n'y a plus de coq qui chantent. D'accord. Et il y a plusieurs coqs qui chantent à la fois. Bon, on ne sait pas si c'est 4 heures, 5 heures. C'est trop de ça. Non. Ils sont assez raffinés pour eux-mêmes, pour parler de la porcherie. Mais pour l'intérêt général, ça peut aller vers ça. Mais dans l'intérêt particulier, ils sont bien raffinés. Donc moi, ce que je voulais dire ici, plusieurs coqs dans une basse-cour. Il n'y a plus personne qui est commande. Il n'y a plus, c'est-à-dire que il n'y a plus de levier. Parce que lorsqu'on analyse la situation politique, parce que nous on est des intellectuels, et à un moment donné, on est obligé, n'est-ce pas, d'être assez rigoureux et froid dans l'analyse. Donc lorsqu'on lit tous ces journaux-là et qu'on les recoupe, il y a un dénominateur commun. C'est que il n'y a plus de coq dans la basse-cour. Et lorsque on dit, on amène en disant c'est le ministre. Non, mais moi j'ai fait les sciences politiques, j'ai appris la gouvernance. Il y a le premier ministre qui a le bâton du commandement.
Et devant lui, il y a l'exécutif. Donc, une seule personne ne peut pas être on ne peut pas jeter le peuple sur une seule personne en disant c'est non. Il y a tout un arsenal et il y a celui qui a la cadence. Et cette personne qui a la cadence, c'est telle personne-là qui contrôle exactement où on en est. Merci. Donc, vous allez chuter. Oui, je suis en train de vouloir vous dire que le flou est général. Donc, ne cherchons pas les boucs émissaires. Mon copanéliste en face, il a dit clairement que c'est la réévaluation et la rénovation que viennent les nouvelles énergies. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup, professeur Ebossé. Je passe la parole à Arnaud Victor. Arnaud Victor, tout était parti de cette correspondance, correspondance très abondante du MINSEP, adressée au secrétaire général des services du Premier ministre. Le MINSEP était même allé dans des détails. Nous pensions alors que le MINSEP avait totalement raison lorsque nous lisions cette abondante correspondance. Maintenant, McGill revient à son tour pour contrer en contre-attaque. C'est comme vraiment un match de football. Oui, c'est ça. Tu m'as d'abord mis la pression. Maintenant, je peux opérer par contre. Donc, McGill revient en contre-attaque pour vous faire comprendre que, mais attention, le MINSEP raconte des histoires. D'où maintenant cette sortie de plusieurs autres journaux. Et McGill qui met le MINSEP à nu. Et McGill qui tacle Moelle Kambi. Et McGill qui souhaite le respect simplement des dispositions du contrat. Finalement, le Cameroun, que vous et moi nous sommes, est-ce que nous ne sommes finalement pas perdus dans cette affaire? On se pose maintenant la question de savoir qui a finalement raison. C'est le MINSEP ou alors c'est McGill? Moi, je ne vois pas ça comme un match de football. Je vois ça comme un match de tennis ou encore de ping-pong. Où chacun tape la balle. Le ministre tape là-bas. McGill tape. Maintenant, le ministre a retapé. Certainement, McGill va encore retaper. Donc, à un moment, il va falloir que les spectateurs descendent au stade et qu'ils arrêtent la balle. Et qu'ils demandent au ministre à McGill que c'est comment. Il s'agit de quoi? Dites-nous. Vous savez, il y a de cela 2 ou 3 ans, avant la CAN, un professeur des universités était dans une chaîne concert. Il disait non, le complexe de Lembe sera prêt le jour dit, il nous reste 3 mois. Le stade est déjà presque fini. Je vous assure qu'il y a un hôtel 5 étoiles qui est là. Le supermarché sera prêt. Quelque temps après, vous dites non, le stade maintenant c'est sous les gradins. L'hôtel c'est sous les gradins, c'est parce que vous ne voyez pas quand vous passez en route. Ainsi de suite. Non. Je ne traite personne de ce que je vais dire, mais je vais citer Pablo Picasso. Pablo Picasso disait, lorsqu'un idiot s'exprime, n'essayez pas de le contredire. Donnez-lui un peu de temps, il va se contredire lui-même. Et on est en train de donner raison à Pablo Picasso parce que on ne sait plus à quel sens se vouer dans cette histoire. Tantôt on a le sein gauche, on est content de les téter. Tantôt on nous dit que non, c'est le sein droit qui a même le bon lait. Non, c'est dégradant. Le ministre a fait une sortie. Oui. McGill fait une sortie de 7 pages. Sur une correspondance de 7 pages. Tu montres mon ministre que tu ne sais même pas. J'ai dit 7. Moi, je vais écrire. J'ai lu et relu cette correspondance. C'est plus que des détails. C'est plus que des détails. Il y a un endroit qui m'intéresse où McGill vous dit, lorsque on enlève le marché entre les mains de Piccini, le ministre fait état de ce que les travaux étaient à 79%. Mais c'est faux. Les travaux étaient plutôt à 53%, ou c'est 59 ou 53%. Voilà autant de contradictions. Alors nous ici, nous ne sommes pas la justice. Encore que si la justice n'intervient pas jusqu'ici, ça veut dire qu'elle n'est pas intéressée par ce qui se passe. Ce qui intéresse le Camerounais, c'est 153 milliards avalés dans un pays où on n'a pas d'eau à boire. On n'a pas d'électricité, on a mal à partir avec l'éducation, le système sanitaire a encore des énormes problèmes, le volet social est assez délétère, la vie chère bat son plein de part et d'autre. Mais est-ce que nous sommes en train de parler là de 153 milliards qui sont déjà avalés par un pseudo-complexe qui est devenu très complexe, même par le nom du chef de l'État qui l'aurait porté, parce qu'on ne sait même plus si ça sera le nom du chef de l'État ou ça sera même pas son nom. Tout est fou là-bas. On est malheureux au niveau où les gens sont morts. On a banalisé la mort en disant que c'est parce qu'on va gagner la canne. On nous a chicotés comme des malpropres dans la même canne. Donc les gens sont morts pour rien. Non, il faut qu'on soit un peu sérieux à un moment. Parfois, on se dit, je vous disais quelque chose en officier.
chaque fois qu'on parle du Cameroun, on transpire, même s'il y a le crime. On transpire parce que je ne sais pas le domaine du Cameroun qu'il faut prendre et parler avec les gens censés moment la culpe. On va nous prendre pour des gens qui veulent haranguer les foules, des gens qui sont dans le sensationnel, le populisme, mais les faits, ils sont là. Actuellement, plus de 150 milliards ont été avalés. Et on sait bien ce qui a été dit au départ, ce qu'il fallait pour que le stade s'achève. On avait un avenant de Pichini de 28 milliards. Pichini est parti. Maguil est venu. Après Maguil, maintenant, on dit que non, c'est l'expertise même camerounaise qui est bonne. Hein. Il faudrait qu'on essaye de voir. Et ce même Maguil vous dit que depuis plus d'un an, le MINSEP ne paye plus les sous-traitants. En l'occurrence, Razel. Que Razel a même saisi la justice internationale pour un arbitrage. En temps également, le MINSEP dit que non, c'est pas le gouvernement qui doit payer les sous-traitants, c'est Maguil qui doit payer ses sous-traitants. Razel demande 10 milliards. Voilà. Il y a également d'autres sous-traitants qui demandent 3 milliards. Mais c'est un véritable ping-pong. Mais il est temps qu'on arrête ce ping-pong. Non, moi j'ai conclu. Pour moi personnellement, j'attends calmement la fin du game. Tu observes, hein? J'observe. Avec ton ami Massamo. D'accord. Docteur Ariel Meunier, bonjour. Bonjour, monsieur Parfait ici. Bonjour à vos fidèles téléspectateurs. J'aimerais d'abord m'excuser pour le retard et souhaiter tous mes vœux les meilleurs à tous ceux qui vous suivent ici, à tout le panel là qui est représenté. Merci beaucoup. Hein. Je vous prends donc à chaud avec ce sujet qui défraie la chronique depuis pratiquement près d'une semaine au Cameroun. C'est devenu ce que Arnaud Victor appelle tout à l'heure un ping-pong entre Maguil et le MINSEP, correspondance contre correspondance. Le Camerounais est totalement perdu. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on arrête ce cinéma de mauvais goût? Chacun accuse l'autre. C'est toi qui dérange. L'autre dit que non, ce n'est pas moi. C'est plutôt toi qui dérange. Mais jusqu'à quand on observera ce cirque? La vérité, c'est que lorsque cette histoire avait commencé, beaucoup ont décrié ces événements. Donc aujourd'hui, c'est naturel que ça remonte. Puisque à un moment donné, vous pouvez avoir une plaie. On vous dit que non, cette blessure-là, elle s'infecte. Vous prenez de la terre et vous posez au-dessus. Elle ne va que continuer à s'infecter pour faire semblant. Aujourd'hui, les résultats sont là. Ça nous rattrape. Bien évidemment, ça montre un peu l'état de gestion de notre pays actuellement. Il ne faudrait pas se mentir, il ne faut pas se tromper. C'est logiquement et scientifiquement prouvé. Aujourd'hui, Monsieur Yada a si bien dit, il s'agit d'un ping-pong, puisqu'on ne sait plus qui dit la vérité, qui ne dit pas la vérité. Mais nous nous basons juste sur les faits, sur les rapports que nous avons. Aujourd'hui, la société Maguil montre au moins sa volonté à vouloir achever les travaux. Cette société qui a moins près de 72 ans d'expertise reconnue dans tout le monde entier, au Canada, en Afrique et partout, même en Asie, ne souffre d'aucune notoriété et que personne ne peut en discuter. Aujourd'hui, pour moi, c'est un événement malheureux. Parce que, à quelques moments avant la CAN, on ne croyait même plus que ce stade allait être opérationnel. On a failli encore nous retirer. On nous a parlé des préfabriqués. Aujourd'hui, ils venaient de l'Italie. Bien évidemment. Mais tous ces gens ont eu à œuvrer, non seulement d'abord pour l'État du Cameroun, mais aussi pour celui qui est au sommet de cet État. Ces gens ont bataillé. Aujourd'hui, s'il y a des factures à payer d'ici et là, que ceux qui sont chargés de le faire puissent mettre ces gens puissent rembourser leur argent. Vous savez, aujourd'hui, le Camerounais lambda, comme M. Yadala si bien dit, je ne sais pas, les autres panélistes aussi, nous souffrons. Nous souffrons tellement que nous, à un moment donné, il y a certains problèmes que nous ne voulons pas mettre face à nous. Nous ne voulons pas être face à ces problèmes. Donc, nous parler aujourd'hui du Olembe Gate, comme je peux l'appeler, c'est vraiment, pour ma part, c'est triste. Parce que ça ternit non seulement l'image du Cameroun, ça ternit aussi à un moment donné nos autorités. Donc, ça veut dire... Je vous pose une autre préoccupation. Oui. Hein. D'autres ont une autre thèse, une thèse paranormale. Quelqu'un te dit, perfecto, Olembe est maudit. Olembe est maudit, ça dépend de la posture, puisque... Mais si tu dis que ce n'est pas la malédiction. Non, j'ai bien dit, ça dépend de la posture, de ce qui lui donne une compétence de quelques individus. C'est pas la malédiction. Aucun peuple n'est maudit et aucun projet n'est maudit. Lorsque vous êtes sérieux et rigoureux, chaque projet, vous le menez à terme.
Mais quand vous êtes un parfait prévaricateur, et puis vous ne mènerez aucun projet à terme, parce que ce qui vous intéresse, c'est ce qui rentre dans Donc votre on laisse la malédiction tranquille. Il n'y a pas de malédiction. Nous ne sommes que victimes de ce que nous avons créé. Tout à fait. Oui, On avait d'abord dit que là, en face SNI, là, il y a un immeuble là-bas. Qui est devenu l'un des l'émergence. d'émergence. On Vous voyez, voyait que c'est- l'immeuble devait tomber. Et qui avait des bruits, des trucs, des spectres, fantômes des fantômes parlaient à l'intérieur. Il y a Donc, plusieurs ministères déjà logés dans cette époque. mais bien entendu, Et que personne c'est ne- maintenant de l'émergence, c'est-à-dire c'est parti d'un bout à l'autre. Vous voyez, on a rapport à parlé l'émergence. de l'unipolarité à la bipolarité. De toutes les façons, Il faudrait que les Camerounais sachent que nous sommes victimes de nos propres turpitudes, comme je l'ai dit, et nous devons les assumer. Aujourd'hui, dans tous les domaines, nous avons des problèmes. Rien au Cameroun actuellement, quand on ne vous mente pas, rien ne marche. Ah bon? Oui, dans tous les domaines. Le Camerounais lambda survit, il ne vit pas. Le dire ne veut pas dire Mais que... comment ça? Non, je vous dis- Vous avez fait un tour ces derniers temps du côté de Bastos? Au côté de Santa Barbara? Mais puisque les immeubles sortent du sol chaque jour, Du côté de Denver à Douala? est-ce que vous citez que les grands quartiers? Comment vous dites que rien ne marche? Combien donc parmi ces gens ont cette capacité à pouvoir construire ces maisons? Est-ce que vous ne parlez pas d'un tabac qu'on a détruit? Aujourd'hui, on a reconstruit Vous quelques travailleurs du allez même au niveau de douanes Bastos, ces au derniers niveau du temps. Carrefour Golf. Est-ce que ce sont des petites personnes qui construisent là-bas? Ce sont des Camerounais. Ce sont des Camerounais, mais à quel niveau? Et à quel titre? Et qui sont-ils? Est-ce que c'est le simple Camerounais qui va à la sauvette au marché central qui peut acheter un terrain golf? Mais non. Pourtant, c'est dans le système informel. Mètre carré à 500 000. Ouais. Non, 500 000, vous avez 500 fait du 000 même, c'est mensonge. plus. Vous avez Et fait du mensonge. pourtant, vous allez vous rendre compte que c'est le Au pauvre petit golf. Camerounais du système informel Au golf, si qui vous fait pointez fonctionner seulement cette le pouvoir, économie. ça se coupe. C'est ça. Merci beaucoup. De toutes les façons, cela reste donc une affaire à suivre chez nous à Info TV. On continuera à mener nos enquêtes parce que nous avons l'impression, et nous ne pouvons pas nous tromper à ces niveaux, que le peuple a le droit de savoir. Je prends un autre verre d'eau. Arnaud Victor Eyada nous livre encore la dénonciation de ces jeudis au Cameroun. On va laisser le stade ce matin pour dénoncer les hommes infidèles qui ne pardonnent pas l'infidélité de leurs femmes. Parce qu'il y a des hommes qui passent autant à tromper leurs femmes, mais ils n'acceptent pas le retour. Et c'est eux qui sont les premiers à bombarder les coups de poing, à déraciner leurs femmes. Si vous trompez, acceptez qu'on vous trompe aussi. On dénonce ça ce matin. Ah non, pas d'accord. Hein. Ah bon, Il n'y a mais- pas besoin d'appeler parole à M. Prion Olinga pour cette dénonciation d'un autre genre de Arnaud ce matin. C'est une dénonciation que je ne partage pas du tout, parce que j'estime que nous sommes africains, nous sommes des Bantous, et que dans les traditions Bantous, l'homme est essentiellement polygamique. C'est la polygamie qui est la règle et la monogamie l'exception Tout à dans fait. notre contexte. Et ce n'est pas parce qu'un homme aurait probablement été, je considère même pas ça de l'infidélité, serait allé chercher une deuxième ou une troisième épouse, que la première va se livrer à une vengeance. à une vengeance. Il n'y a pas de vengeance qui va à ce niveau. C'est vrai qu'il faut quand même aussi dire aux hommes que lorsque vous, de temps en temps, vous êtes appelé à aller chercher une seconde, une troisième ou une quatrième, il faut déjà que la première soit à l'aise, parce que si elle n'est pas déjà à l'aise, ce n'est pas bon d'ajouter des problèmes dans les problèmes. C'est ce qu'il faut dire.
Mais nous sommes dans une société qui On parle pas de la polygamie. Nous parlons là de la polygamie. On parle de oui, moi, pour le moment, j'en ai 2. Je ne sais pas, j'aurai peut-être 3 ou 4. Le troisième sera en téléchargement. Bon, pas en téléchargement pour le moment, parce que déjà les 2 là, c'est pas évident. Bon, c'est toi qui es allé les chercher. Oui, mais c'est pas un problème. C'est pas un problème. On gère les problèmes là. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut, quand nous sommes africains, il y a dans les traditions, parce que la première, la mère de mes enfants, la première, elle est de l'Ouest, et là-bas, quand quelqu'un a une femme ou 2, on estime que vous êtes même encore célibataire à l'Ouest, hein. Il faut le savoir. Bon, maintenant, ce que je vais dire, c'est simplement que nous sommes africains et il faut que nous restions dans nos traditions. Bon, maintenant, si nous voulons devenir des Occidentaux, c'est tout à fait logique qu'on puisse dénoncer l'infidélité d'un mari dans un couple. Mais si nous continuons à être africains, si nous sommes africains, je crois qu'il faut intégrer ça dans notre façon de faire. Merci beaucoup. Je passe la parole au professeur Ebossé. Ça tombe bien parce qu'il y a une femme sur le plateau. Le dénonciateur maison estime que les hommes doivent arrêter un comportement qui voudrait que ils aiment tromper leurs épouses, mais sous aucun prétexte n'acceptent pas que leur épouse puisse également leur faire la même chose. Vous vous situez à quel niveau? Yada aime la provocation. Il sait pertinemment qu'au fond, les hommes africains, d'une manière générale, sont tous des infidèles. Non, c'est pas moi qui le dis. C'est dans leur ADN. Qu'est-ce qu'il y a dans leur ADN? Le problème, c'est le respect de l'autre. C'est parce que lorsque vous mettez une relation, que vous avez une femme à la maison avec des enfants, vous devez faire très très attention. Parce que vous n'êtes responsable pas seulement de vous-même, mais aussi de ce que le Seigneur, pour ceux qui croient en Dieu, vous a donné. La famille est d'abord la sainte famille. Donc, quand vous allez dehors et que vous ramenez des maladies et que vous ne vous protégez pas, mais vous êtes en train de détruire vous-même et votre famille. Donc, lorsqu'on dit de faire attention, et là, il a parfaitement raison, vous ne pouvez pas imposer un rythme à votre épouse, c'est-à-dire le respect de votre mari, et vous-même, vous n'avez même pas de respect, c'est-à-dire que vous prenez des copines en face, vous êtes partout, vous méprisez votre femme, vous êtes partout, vous faites tout pour... On n'a pas dit quelqu'un qui a 100 copines. Nous sommes dans le cas que... Non, il a parlé de l'infidélité. Quand on est en polygamie, ce n'est pas l'infidélité. Lorsque vous avez une deuxième femme officielle, ce n'est pas l'infidélité. Voilà. Mais lorsqu'on parle de gens qui font des écarts et qui imposent une dictature de la fidélité à leur femme, et comme si elle était, je ne sais pas moi, une machine. On dit souvent que le cœur est mal placé. On dit en Douala, je ne sais pas comment on dit en Oudo. Dites-le en Douala. Le cœur est parfois en mauvaise posture. Dites-le en Douala. Moulema, Moutem, Ouma Bobi. Vous voyez que c'était tellement langoureux. Bien sûr, c'est une langue poétique. Moulema, Moutem. Moulema, Moutem. Ouma Bobi. Ouma Bobi. Voilà. Wow. Et avec un très bel accent. Très bel accent. Merci beaucoup, professeur. Je vous pose cette question, professeur. Vraiment, laissons les histoires de novellas que nous regardons là. Vous êtes vraiment dans un quartier, ok. Nous sommes là en société, vous êtes mariés normalement. Et votre mari, pas avoir une copine ailleurs, d'accord? Prenez un peu le cas où cette même femme aussi, qui est mariée, a aussi un copain ailleurs. Comment vous, au niveau du regard de la société, entre l'homme et la femme, nous avons l'impression que cette femme ne vaut pas la peine. C'est la souillure de la famille. Vrai ou faux? Non. Mais pour l'homme, on semble dire que peut-être, non, c'est-à-dire que lorsqu'on est en patriarcat, c'est-à-dire une société où l'autorité masculine, d'ailleurs personne scientifiquement ne l'a prouvé, c'est la convention, ce n'est qu'un code, c'est la société qui a dit que c'est l'homme qui
Mais vous comprenez bien que 2 enfants, lorsqu'ils naissent et quand les jeux d'enfants, tu vois bien que la fille ne peut pas remarquer très bien le garçon. C'est le regard social, maintenant l'éducation, qui l'amène à la fille. Donc, les deux au départ sont pareils. Maintenant, la société a codifié en disant que l'homme doit faire. Mais quand la société a codifié cela dans la capacité d'avoir plusieurs épouses. La société n'a jamais codifié ça dans l'infidélité. Non. La société a codifié ça dans le sens que si vous aimez une femme et que vous la prenez, vous l'amenez à la maison, c'est comme ça que la société l'a fait. Il faut que les choses soient claires. Il ne faut pas que nous commencions à torpiller. Je tiens à te dire que j'ai reçu un award comme grand maître des traditions et des civilisations africaines. Ah bon? Par le CER d'Otola. Ouais, formidable. Voilà, avec le professeur Jean-Emmanuel Pondy. Félicitations. Voilà. Et Jean-Philippe Omotodé qui nous a quittés. Je vous pose une autre préoccupation. Oui. Un homme qui trompe son épouse. Oui. D'accord. On est d'accord que l'homme viendra encore à la maison. Oui. Il fera des enfants avec son épouse, oui, qui seront leurs enfants. Oui. Mais une femme qui trompe son époux, elle va dehors, il est fort possible qu'elle fasse des enfants qui ne seront pas des enfants du couple. Oui, mais 11%, ça a été calculé, non? 11% des enfants qui sont dans les ménages sont des enfants de dehors. Vous voyez donc que c'est dangereux. Mais c'est depuis la nuit des temps. C'est depuis la nuit des temps. On dit matomba. Matomba, ça veut dire quoi? Vous défendez les femmes qui vont dehors. Je ne défends pas les femmes douanges. Je suis en train de dire qu'un homme qui trompe sa femme, ça fait humilier sa femme. Et cette humiliation-là, ça fait en sorte que ça peut arriver à des dérives. Et donc, il ne faut pas mettre la main là où il y a le feu. C'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que respecter la femme. Même si vous voulez avoir une copine, soyez un peu distrait. Généralement, vous les amenez dans les bistrots, dans les ceci. Et puis, vous affichez avec elle. Après, ça va, sa femme est au courant et tout. Elle n'est pas un animal. C'est un être humain. Donc, il faut... Vous voulez dire qu'il faut tromper en cachette? Non, je dis qu'il faut, dans la vie, il faut être distrait dans tout ce que nous faisons. C'est ce que je dis. Non, je ne dis pas la même chose. Docteur Ariel Minier, nous parlons donc là de cette infidélité dans les couples. Mais cette infidélité qui voudrait que celle de l'homme soit presque ovationnée, mais celle de la femme constitue un scandale. Mais bien évidemment, si nous entrons d'abord dans le cadre de la Bible, lorsqu'une femme était soupçonnée d'adultère, elle était lapidée. Ah oui. Oui. À coups de pierre. Oui. Mais, comme nous sommes aujourd'hui dans le modernisme, nous devons accepter l'autre tel qu'il est et tel que il évolue. Nous comprenons aussi qu'à un moment donné, nous les hommes, c'est nous aussi qui pouvons pousser à un moment donné les femmes et avoir certaines attitudes. Pourquoi? Parce que lorsque votre femme ou bien votre épouse vous respecte par exemple, vous ne vous occupez pas d'elle. Elle reste toute une journée à la maison, elle n'arrive pas à manger. Elle ne sait même pas où votre salaire passe. Elle ne sait même pas, mais vous, on vous appelle papa bonheur dehors. On ne sait pas si les enfants mangent. Faro. Mais oui, mais qu'est-ce que vous attendez? Si le voisin qui est à côté de vous, lui, de temps en temps, il donne un 10 000 à votre femme, elle va craquer. Tout ce que... Elle va craquer, c'est normal. Puisqu'on dit du vide. Et la chair est faible à un moment donné. Ou bien quand elle a besoin de vous, vous la repoussez. Mais là-bas dehors, vous adorez les bisous. Ou bien quand elle met les petites culottes, vous dites non, moi je n'aime pas ça. Pourtant, c'est ça que vous appréciez. Appréciez vos femmes à vos vraies valeurs. C'est ça qu'on demande. Et ça pourra limiter cela. C'est un problème. Vous trahissez les hommes. Non, je établis les faits. C'est réel. Qu'est-ce qui pousse la femme à sortir? Non, qu'est-ce qui pousse la femme à sortir? Un homme qui s'occupe bien de sa femme, qui vit bien avec elle, je ne vois pas pourquoi elle ira à l'extérieur. Les femmes, vous savez, l'amour d'une femme, la femme est capable, même si son mari fait quoi, à surmonter tout. Mais l'homme ne peut pas supporter tout ce que la femme peut faire. C'est pour cela qu'elles sont nos matrix, on doit les protéger, nous devons veiller sur elles. Il faut respecter la femme. Ça. C'est ceux qui en a qui font elle au yanga à la maison. Et Yada, l'infidélité dans nos couples est-elle la même entre un homme et celle d'une femme? Non, monsieur Noir vient de me reconforter. Vous avez que Aimé Cyprien appelle au raccourci, ça c'est du banditisme sémantique. Et que nous sommes africains, donc voilà, la polygamie, non, ça c'est du vol. Et bon, maintenant, le professeur a eu aussi un discours savant
qui joue un peu les équilibres. Ça, c'est l'école. Ça, c'est vraiment le professeur là-bas. Non. Il faut être clair envers nous-mêmes. Vous êtes dans votre véhicule, je vais prendre un exemple trivial. Vous êtes dans votre véhicule, vous rentrez, vous trouvez une belle femme arrondie en train d'attendre le taxi. Vous êtes galant. Avec des formes très généreuses. Vous êtes galant. Madame, est-ce que je peux vous déposer? Elle accepte. Vous commencez à lui compter fleurette. Elle vous dit, vraiment, je vous apprécie, mais je suis marié. Vous insistez? Non, mais ton mari, bon, non, ça. Vous insistez? Que tu quittes ton mariage. Est-ce que je t'ai demandé de quitter le mariage? Et en plus, vous va avoir un tam-tam pour dire que nous partons à le faire. Voilà. Vous voyez comment vous êtes attendus. Alors finalement, vous entrez dans le subconscient de la femme mariée. Elle tombe sur votre travers, elle cède. Un temps soit peu, quand vous êtes à l'acte, est-ce que vous vous dites qu'au moment où vous êtes en train de pédaler le vélo de truie là, au même moment, un gars est en train de faire la même chose à votre femme quelque part. C'est sérieux. Non mais c'est sérieux. Peut-être qu'il est 3 fois plus romantique que vous et encore plus efficace qu'au pédalage. Non. Vous avez fait des semblants. Donc vous voyez que... Et c'est ça le problème. Et vous, on l'a bien dit, la femme réussit à supporter l'infidélité de l'homme parce que la femme encaisse, je ne sais pas comment elle est. Non, mais la société, l'homme, au-delà de la grosse voix et de la barbe, est un être hyper fragile. Hyper fragile. Si vous trompez souvent votre femme avec les femmes des gens, acceptez aussi qu'un jour, votre femme vous trompe avec les hommes des gens. Est-ce que c'est une équation mathématique? Non, c'est une équation. Non, c'est la loi de la nature. Parce que c'est justement à l'origine de beaucoup de cassures. Moi, je pense, et je sors par là, que nous sommes mués par le sentiment de l'éternité. Donc, on s'accroche facilement au bien de la terre. Non, si vous aimez votre femme aujourd'hui, dites-vous que demain vous pourrez vous séparer par un divorce. Si vous avez de l'argent aujourd'hui, dites-vous que ça peut se passer un jour, vous devenez pauvre, ainsi de suite. Une fois que vous avez déjà mis ça dans votre tête, vous ne mettez plus au cœur. Parce que ce qui nous fait mal, quand on apprend que notre femme nous a trompé, c'est que vous posez la question, c'est avec qui? Bon, si vous voyez que c'est un motoman, vous commencez à donner les coups de poing vraiment avec tout ce que j'ai, le charisme. Bon, si vous voyez que c'est un grand directeur de télévision, vous savez que c'est un peu le rapport de force, vous commencez à dire, avec tous les efforts que j'ai fait pour toi, vraiment, je ne sais pas, ainsi de suite. Et ce qui fait encore mal, quand vous avez appliqué votre femme au trompe, c'est les positions que vous imaginez qu'elle prenait avec le type. Vous imaginez que vous giflez ses fesses. C'est dangereux. Donc, moi, je pense que c'est un peu ça. Et moi, je ne conseille pas les hommes, même au quartier, il faut éviter. C'est ça qui donne la et ça fait aussi assez mal de savoir que votre femme va au marché ou à l'église, il y a au moins 4 femmes au quartier qui vous ont déjà venues, elles se moquent d'elle, elles se vantent là que voilà mon mari là-bas, mais l'autre dit à minuit, voilà comment il gémit souvent, d'abord voilà la taille de ses bourses, ainsi de suite. Donc moi je pense que nous devons respecter nos partenaires. Merci beaucoup. Lisons quelques messages ce matin. Bonjour les démineurs. Les systèmes ne gèrent pas nos émotions sur le plateau et dans le pays. Le projet serait de continuer après le président Biya. Parfait, sortons juste la liste CanGate et du COVID-Gate qui circule dans le rapport des instruments étatiques d'anticorruption. Les mêmes noms y figurent, je pense. Moi, j'ai remarqué que subitement, les lettres sont envoyées au Premier ministre. Y aurait-il donc un chef de gouvernement dans ce pays? Une affaire d'État aussi grave devient-elle réduite à un super grand prof d'université et qui s'est fait insulter sur les plateaux chaque fois? Nos frères camerounais sont morts dans l'un de ces stades. Ce sont les actions annoncées au discours de fin d'année de notre président de la République, voté à 72%, qu'on attend. C'est Rodrigue Dengaondéré. Je vous amène au plus 39. Ferrara. Du côté de l'Italie. Bonjour Perfecto et au panel. J'ai pris un vol avec un agent de Pichini et dès qu'il a su que j'étais camerounais, il a juste dit que les dirigeants camerounais sont pires que la Camorra et la Drangheta réunis. La Camorra, oui. Il ne fallait plus que 28 milliards à Pichini qui avait tous les plans. On a préféré aller donner plus de 40 milliards à Maguil qu'on a vanté sur toutes les chaînes. Et maintenant, on les jette en pâture. Concernant la dénonciation, Eyada est seul dans son film. On dirait qu'il est déjà d'accord que la femme trompe son mari. Pour moi, elle prend la porte le même jour, bien que je suis contre l'infidélité masculine aussi.
Merci beaucoup. Autre message ce matin. Bonjour parfait et tout ton panel. Nous les femmes sont égoïstes et têtues, même à la limite. Aujourd'hui, nous savons toutes que les hommes aiment plusieurs femmes en même temps. Mais c'est à cause du matériel que les femmes font même le bruit quand elles pensent que son homme donne de l'argent à une autre alors que ses besoins ne sont pas assouvis. Mais elle ne quitte même jamais un homme riche qui la trompe. Mais quand il n'a pas assez de moyens, elle le quitte pour tromperie. C'est Monique Donkwaban qui envoie le message. Ça, c'est vrai. Bonjour mon frère C'est parfait. vrai. La situation du Cameroun est au point que je propose pour la délivrance systématique du gouvernement entier. Prophète Fourier Maximum depuis Yaoundé, Ako. Non, le prophète propose une délivrance d'un endroit des membres du gouvernement. Donc il estime que ces gens sont possédés. Tout à fait. Je pense que la délivrance qui vaille la peine, c'est de les virer tout simplement. Bonjour à vous sur le plateau. L'on devrait foutre en prison le MINSEP et son soi-disant conseiller technique qui nous parle d'hôtel dans le sous-sol sur tous les plateaux de télévision. C'est vraiment une honte pour notre pays. Joël Mbeng Dekounou. Autre message ce matin. Bonjour parfait, dites à monsieur Eyada de ne plus soutenir l'infidélité de la femme, car sur le plan cosmique, l'ovule de la femme est sphérique, synonyme de la protection. Par contre, le spermatozoïde a la forme d'une flèche, synonyme de la conquête. Mais c'est qui? Les infidèles ont les théories. C'est ce qu'il dit. C'est pertinent. Il continue en disant, en français simple, l'homme doit être polygame et la femme doit rester fidèle à son mari pour le protéger. Une femme qui trompe son mari le livre déjà à la mort. Je n'encourage pas l'infidélité. C'est Patrick Kondoa depuis Yaoundé. Patrick. Une femme qui trompe son mari Le livre déjà à la mort. Et ça, c'est vrai. Ça a été prouvé. Et ça a été Les infidèles, c'est Non. En fait, été démontré. Non. Ça a été Parce que démontré. lorsqu'une femme commence à tromper régulièrement son mari, Ouais. elle est capable de vous trahir. Ouais. Oui, mais justement, Nous qui sommes dans des combats assez difficiles, lorsque la femme commence à te tromper, Vous êtes en danger. vous êtes en danger oui, permanent. mais faites tout pour qu'elle ne vous trompe pas. C'est Non, ça, on n'a peut-être. pas à tout faire pour que Non, vous- effectivement. On a Il un faut pas Sénat. la pousser à vous Vous tromper. savez, monsieur parfait, Il faut je crois que protéger le sa docteur a femme commencé aussi. à vouloir le dire. Moi aussi, je suis chrétien à un certain niveau, Ouais. chrétien catholique. Oui, ben pratiquant. lui, il a bien précisé. Même dans la Bible, Circonscrire. même dans la Bible. Oui, mais vous convoquez la Bible quand vous voulez. Les Bantous, les femmes on les appelle des Bibles. Non. Laissez la Bible. L'attitude des femmes. Non, les Bantous, laissez les affaires de Bible. En même temps, vous êtes là, vous, les amis Bantous, l'homme aux femmes, aux multiples ceci, le seul coq qui parle dans le... Quand une femme parle, un homme parle, tu dois te taire. Hein? Moi, je suis Bantou. Non, c'est Ouais. pas que tu dois te taire. Ça aussi, ce n'est pas logique. Ah, Je dis voilà. simplement que... Vous avez encore dit que le Dieu, là, vous le prenez quand vous voulez. Mais quand... Pour ça, vous avez dit que vous venez de recevoir un award en matière traditionnelle. Mais bien sûr. Et vous défendez l'infidélité de la femme. Je ne défends pas la c'est fidélité. pas une acte- Jamais, je suis en train Malheureusement. de dire. Non, Malheureusement, je suis en train c'est ce que de vous êtes en train de dire. faire. Je suis en train de dire que ne faites pas tout pour amener les femmes à des déviances parce que c'est un être humain avec ses faiblesses. Donc ne faites pas l'autre ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Voilà. Qu'est-ce qu'on C'est dit? ça, l'être humain. Est-ce qu'il y a une concurrence entre l'homme et la femme? Il y a la complémentarité. Même Dieu n'a Mais pas justement, comme tu dis bien complémentarité, il y a une complémentarité, il n'y a pas de concurrence. Oui, Ce n'est pas parce équilibre. qu'un homme. Moi, je suis Oui, mais sérieux. là-dessus. équilibre, non? Mais moi, Ce je n'est suis pas parce qu'un homme a trompé son épouse que l'épouse doit nécessairement Allez, si je tromper. trompais, Non, allez. Mais pourquoi toi tu dois tromper ton épouse? Pourquoi tu C'est dois comme s'il y tromper avait ton une épouse? situation de concurrence. Tu dois Il y a pas tromper une ton situation de épouse, concurrence. pourquoi? Pourquoi tu dois tromper ton Mais épouse? si c'est votre épouse qui vous trompe en premier, c'est-à-dire vous êtes sérieux, mais votre épouse vous trompe. Vous la chassez. Voilà! Ça c'est la salopie de la pire espèce. Elle ne veut pas rester en Phallocratie primaire. C'est une phallocratie primaire. Non, c'est Olinga. pas ça. Tu affiches une phallocratie, c'est-à-dire une misogynie de la pire espèce. Non, c'est Qui pas ça. est- Non, faut pas. Mais c'est la
des choses comme ça. Tu sais tout pour mettre l'ego masculin, le phallus. Non, Le phallus. c'est pas ce que je dis. La madame. force de la virilité, c'est Non, c'est pas une affaire de virilité. Mais sans cette vérité, là, vous ne pouvez pas rester dans un mariage. Mais voilà, encore que c'est ça. Voilà, encore que tromper même en disant que c'est pour ça qu'elle trompe le mari, mais elle n'est pas suffisamment viril. Il faut savoir faire la part des choses. Je dis, moi je n'encourage pas les hommes à être fidèles. D'ailleurs, quand vous êtes trop infidèle et que vous avez très peu de moyens, cela va se ressentir dans le fonctionnement de votre famille. Moi, j'encourage personne à être infidèle. Hein. Très bien. Mais je dis simplement que la femme ne doit pas se mettre dans une situation de concurrence. Merci. Ce n'est pas parce que votre mari vous aurait trompé, vous pouvez pardonner. Nous lisons d'autres messages. Bonjour c'est Perfecto. Attention, mon message est très long. Vraiment. Toi, tu envoies vraiment les... Et il te dit. Tu envoies les... C'est comme les lettres du lycée. Laisse le ministère tranquille. Je commence. Le conseiller technique au ministère des Sports qui a dit que l'hôtel est sur le sous-sol. Là, il fallait que son copanéliste lui donne les coups de poing. Dimanche, oh là là. Non. Ouais, que moi je saute même, hein, parce que quand vous commencez avec l'histoire de violence là, moi je saute. Un plateau est un terrain des gentlemen et tout, les gens se comportent bien. On peut avoir des divergences d'opinion, mais pas des coups de poing. Mais là, il faut que le procès me cherche un mot. Là c'est le village, c'est la forêt. Comme le procès est en train de défendre quelque part les femmes, là, je lui donne un coup de poing, sur le plateau de télévision. Le plus important, c'est d'être sûr que les enfants sont nos enfants, c'est tout. Et si elle se fait cogner ailleurs, oh là là, il faut juste la conseiller d'avoir l'intelligence de se protéger. L'amour véritable n'existe pas. Ne jamais laisser passer les opportunités sans les saisir. C'est ça, la postmodernité, liberté inconditionnelle. Wonderful. Je vous emmène au 242. Congo. Parfait, il faut dire à la dame sur le plateau qu'on ne peut pas manger le riz tous les jours. Le coq et le lion sont des parfaits exemples. Les lionnes et les poules sont et restent fidèles. C'est ça. Autre message est parfait. Je me demande si nos dirigeants croient encore en Dieu et s'ils ont encore un cœur. La fête d'Olembe, vraiment, si les têtes ne tombent pas, on comprendra tout. Merci, hein. Je prends encore notre verre d'eau. Vivez le Chan en Algérie du 13 janvier au 4 février en intégralité et en HD, en direct sur les chaînes Canal+ Sport. Tous au Chan avec Canal+. En ce moment, le décodeur est à seulement 5 000 francs dès la formule Access pour vivre toute la compétition commentée par nos meilleurs experts. Yaoundé Revive Art organise la 9e édition du festival Yara. Du 15 au 22 janvier 2023 à l'hôtel de ville de Yaoundé, au Cameroun, sous le thème Cinéma, pourquoi et pour qui je filme. Au programme, projection de films, ciné-talent, matin petit déjeuner ciné-enfant, femmes ciné, colloque, formation. Yara, la pépite du cinéma. Vivez le Chan en Algérie du 13 janvier au 4 février en intégralité et en HD, en direct sur les chaînes Canal+ Sport. Tous au Chan avec Canal+. En ce moment, si vous vous réabonnez à votre formule, profitez de 15 jours offerts à tout Canal+ pour suivre toute la compétition.
Bon retour sur le plateau Espace Miné. Je ne vous dirai pas ce qui a été dit en off, trop de commentaires. Maintenant, nous prenons l'instant de l'analyse. En ouverture, je le relevais, ce matin, nous parlerons du sous-développement de certains pays africains. Comment en sortir? Je passe d'abord la parole au docteur Ariel Meignier. Docteur Ariel Meignier, nous avons fait comme à l'école primaire. On va définir les mots durs pour être sûr que nous avons la même compréhension du sujet. C'est quoi le sous-développement? Et quand vous allez définir le sous-développement, je peux donc imaginer que vous allez aussi définir le développement. Bien évidemment. Allons-y. Bon, le sous-développement, c'est l'incapacité à une société ou à une structure à pouvoir gérer les biens de transformation pour que ces biens-là soient utiles aux populations qui y résident. Maintenant, à contrario, le développement est un facteur d'émergence qui est relié par la capacité à produire, la capacité à transformer et la capacité à vendre même l'image d'une société ou d'un État et permettre vraiment la cohésion sociale de cet État. Très bien, on arrête d'abord à ce niveau. Je passe la parole au professeur. Oui. Professeur, même exercice, oui. Selon vous, je ne voulais pas que nous allions dans le dictionnaire. Non, vous répondez pour que la grand-mère qui nous regarde l'émission comprenne. C'est quoi le sous-développement? Et maintenant, c'est donc quoi le développement pour un État? D'abord, il y a des critères que l'Occident a imposés pour définir le développement et le sous-développement. Tout à fait. Qui doit être mis entre guillemets, puisqu'il faut contextualiser le développement et ce sous-développement. Alors, il y a le développement, dans l'idée du développement, c'est la capacité à un peuple de progresser en ayant cette force, cette énergie, cette traçabilité à pouvoir loger, vêtir, éduquer sa population. Donc, la question de l'habitat, la question du manger, c'est-à-dire manger à sa faim, de s'habiller et évidemment se soigner. Ce sont ces éléments-là qui doivent arriver à un certain stade. Parce qu'un peuple qui vit avec $2 par jour ne peut pas véritablement, que cet individu, c'est clair, il ne peut pas se loger, il ne peut pas se soigner. Donc, il y a cette capacité. Maintenant, le sous-développement, c'est l'incapacité de pouvoir le faire. Et le développement, comme on disait à l'époque, on est en voie de développement, c'est-à-dire le processus que vous avez mis en place pour accéder à ces minima. Or, pour pouvoir calculer cela, il y a le produit intérieur. À l'intérieur, qu'est-ce que vous produisez? Qu'est-ce que la nature, les ressources naturelles, les ressources humaines, qu'est-ce que la nature vous a donné? Alors, si vous avez le manganèse, le diamant, le bois, le cobalt, tout ça réuni, et que vous avez la capacité de les écouler sur le marché, et que vous avez les rentrées d'argent et qu'il y a une traçabilité au niveau de la gestion économique et de la gouvernance, et qu'on pouvait redistribuer, parce que c'est le terme, à la population, ça va permettre donc à cette population de pouvoir avoir un certain niveau de vie. Ce qu'on a vu dans le temps avec Kadhafi en Libye et ainsi de suite. Donc, quand on a ce minimum-là, ce minimum-là, à ce moment-là, se développe progressivement. Parce que le développement n'est pas statique, il est progressif. Et ça date au gré des situations. C'est pour ça qu'on parle de processus. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on parle de processus. Merci beaucoup. Lorsqu'on a défini les deux termes, développement et sous-développement, nous allons donc entrer dans le vif du sujet. Et c'est là que j'appelle donc le révolutionnaire. Aimé Cyprien Olinga, nous allons donc directement dans le débat. Nous savons que plusieurs pays africains sont sous-développés, y compris naturellement notre pays, le Cameroun. Comment expliquer d'abord
qu'un pays, depuis Mathusalem, reste dans un sous-développement. Avec autant de ressources et très peu de population. Oui, je voudrais d'abord revenir également sur le contexte du développement et très brièvement pour dire que le développement a été expliqué par un certain nombre d'acteurs, d'économistes de renom, et qui justement définit, comme Madame l'a si bien dit, à travers un certain nombre d'indicateurs d'agrégats. Donc vous avez le PIB, vous avez le revenu intérieur, le revenu par habitant, vous avez, c'est un ensemble d'agrégats. Quand on regarde dedans, on sait que ça, par rapport à ce niveau lorsqu'un agrégat à ce niveau il s'agit d'un pays développé, et lorsqu'on a $10 par rapport à un pays qui a un revenu par habitant de $1000, on peut déjà à partir de là faire des comparaisons pour savoir que ça c'est un pays développé et ça c'est un pays sous-développé. Quand on l'a dit, il faut aussi dire que le développement, c'est effectivement un certain nombre d'indicateurs dans la durée, en termes de croissance, de croissance, mais dans la durée. Dans la durée, de manière progressive. Tout à fait. Maintenant, quand on le dit, il faut dire vraiment que les Africains, nous sommes très très loin, n'est-ce pas, de rentrer dans le processus qui, enfin pas nous tous, il y a un certain nombre de pays africains quand même qui les pays anglo-saxons sortent vraiment du lot. Lorsque vous regardez l'Afrique du Sud, lorsque vous voyez le Nigeria, qui est même d'ailleurs la première et même toute l'Afrique australe, quand tu vas au Zimbabwe, vous voyez un pays comme le Botswana par exemple, qui sort de le Botswana, oui, et l'Angola même, qui sort d'une guerre de plus de 20 ans. Lorsque vous voyez les indicateurs de développement mais c'est entre les nôtres, c'est le jour et la nuit. Vous voyez qu'aujourd'hui, pendant que nous naviguons dans des histoires où on menace d'augmenter le litre de carburant, par exemple, à plus de 630, là où il est aujourd'hui, ou je ne sais pas combien, à un peu plus de... Vous voyez qu'un pays comme l'Angola est à 19 francs. 19 francs. On paye le litre de carburant en Angola à 19 francs. Donc vous pouvez comprendre. Je suis simplement en train de vouloir dire que on a bien l'impression que les pays francophones sont des pays qui traînent la patte. Ils sont dans la... Non, c'est dans la pesanteur. Il y a une pesanteur. C'est pas de la malédiction. Il y a beaucoup de pesanteur. Il y a beaucoup de pesanteur. Et c'est pour ça que notre parti politique, lorsque nous avons décidé de le créer, nous avons pensé à la révolution. La révolution, c'est pas forcément de tout casser. Nous parlons de refondation. C'est-à-dire que on est dans un système où nous avons l'impression que nous avons été victimes des accidents de l'histoire. La colonisation, d'abord l'esclavage, la colonisation. Et il y a un certain nombre de pesanteurs dont nous devons sortir préalablement. Par exemple, pour nous projeter justement sur la dynamique de développement. Et entre autres, nous ne comprenons pas, du moins mon parti, ça peut valoir ce que ça peut valoir, mais nous ne comprenons pas, parce que quand vous voulez maîtriser une économie, par exemple, il y a un certain nombre d'indicateurs dont vous devez avoir la maîtrise. Il y a l'indicateur monétaire. L'un des instruments de développement, c'est la monnaie. C'est la monnaie. Lorsque vous n'avez pas la maîtrise de l'instrument principal même, parce que les politiques économiques, ça part de la monnaie. Mais vous ne pouvez pas faire une politique économique cohérente si vous n'avez pas la maîtrise de l'instrument qu'est la monnaie. Et c'est pour ça que notre parti pense effectivement que, sans être anti-français, nous ne sommes pas anti-français. Mais nous pensons que il est aujourd'hui clairement établi que nos pays doivent avoir des monnaies sous-régionales souveraines, c'est-à-dire qui nous permettent de nous projeter, avec tout ce que cela comporte comme mécanisme de gestion d'une monnaie. Parce que monsieur Aïssi, il y a également le fait que j'ai soulevé tout à l'heure, donc il y a le volet monétaire, mais il y a également un volet très très important, c'est celui de la malgouvernance. Parce que quand vous avez la mauvaise exécution des politiques publiques, quand elles n'existent même pas, on parlait tout à l'heure du Olembe et tout ça, lorsque l'argent, le peu de moyens que vous avez est dilapidé, est détourné, mais ça crée les instruments, ça fait partie des pesanteurs qui retiennent effectivement les pays francophones dans le sous-développement pour la plupart. Et
pour chuter sur ce premier jet, je voudrais insister davantage sur le fait qu'il est aussi clairement identifié que lorsque vous voyez la plupart des pays francophones, c'est là où vous remarquerez également qu'il y a plus ou moins de monarchies républicaines. Parce que en Afrique du Sud, les pays que nous disons qui sont en train d'émerger aujourd'hui, qui se développent, l'Afrique du Sud, il y a des changements réguliers de pouvoir là-bas. Au Nigeria, il y a des changements réguliers. Au Botswana et dans les pays justement qui sont en train de se développer. Mais vous constatez que dans la plupart de nos républiques, c'est quasiment des monarchies. Et quand vous avez des monarchies qui ne sont pas éclairées, parce qu'à la limite même, vous pouvez avoir un développement avec une monarchie et avec un monarque éclairé. Et quand vous avez des monarques obscurs, dans la plupart de nos cas, nous avons des monarques obscurantistes et anti-développement qui nous retiennent même par la force dans les jeux du sous-développement. C'est un problème. Merci. Et c'est même le vrai problème qu'il faut toucher. Donc, merci Cyprien Olinga. Voilà. Arnaud Victor Eyada, il y a moins de 10 ans, le président de la République s'adressait à la nation, comme de coutume, le 31 décembre. Lui-même a listé les atouts du Cameroun au niveau du sol et du sous-sol. Il parlait justement de ces atouts-là. Et à lui-même de poser encore la question, qu'est-ce qui dérange? Pourquoi nous ne nous développons pas? Le président avait posé cette question. Et à l'époque, moi, je n'avais pas de réponse. Je me dis que comme toi, tu es un peu plus intelligent, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Qu'est-ce qui coince pour le cas justement du Cameroun avec tous ces atouts du sol et du sous-sol? Pour ma part, je fais mien les propos de cet internaute gabonais qui font le tour de la toile depuis 2 semaines aujourd'hui, qui dit que les Africains, beaucoup plus, je vais parler d'Afrique francophone, sont restés sous le joug de la colonisation et n'ont tiré aucune leçon. Pourtant, quand vous voyez les Juifs, quand ils célèbrent leur, je crois, Choura, je vais dire du n'importe quoi, la Shoah, on inculque déjà au nouveau-né en lui rappelant ce qu'ils ont subi. Mais on vous dit qu'en Afrique, les gars parlent de la colonisation ou de la terre migraire au bas en train de se gaver le gosier. En buvant, étant content. Comme si nous coloniser était une très bonne chose, avec des filles brunes et lancées. Donc il parle de la colonisation en riant, il montre les dents, il est content. On nous a colonisé, vraiment. Ça nous dit, hein. Donc on n'a pas réussi à sortir des stigmates de l'histoire de la colonisation. Et ça peut s'observer jusqu'à notre système gouvernant. Je vais prendre un volet pour répondre directement à votre question. Le système éducatif camerounais. Est-ce qu'aujourd'hui on forme des Camerounais à partir de la maternelle qui, à l'horizon 2035, seront des Camerounais à même de corroborer avec l'impulsion qu'on veut donner à notre émergence? C'est-à-dire, si bien même on aura des entreprises et des industries de transformation, est-ce que les Camerounais qu'on forme aujourd'hui seront eux-mêmes à corroborer à ces entreprises de transformation-là? C'est ça la problématique. Notre système éducatif est totalement hors sujet du développement. C'est-à-dire on continue à former des bavards sur les plateaux, j'en suis un, j'en suis un malheureusement. Donc on ne touche pas du doigt le véritable problème. On regarde tout ce qu'on a comme matière, on a toujours l'impression que il faut une mainmise étrangère pour nous aider soit à transformer, soit à développer. Malheureusement, étant donné qu'en relation internationale, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Quand ils viennent automatiquement s'en accaparer. Voilà donc le véritable problème. On ne peut donc pas commencer à penser au développement sans penser à l'éducation. Voyez-vous, il y a de cela beaucoup d'années aujourd'hui. Il suffisait d'avoir un baccalauréat. L'emploi était garanti à la fonction publique. Lorsque vous aviez un doctorat, waouh, vous étiez automatiquement quelqu'un qui était appelé à être ministre. Aujourd'hui, il y a des docteurs. Mais quelle est d'abord la qualité de docteur qu'on a aujourd'hui? Quand des missions de qualité, quel est le champ d'action qui leur est proposé pour qu'ils puissent exprimer véritablement ce qu'ils ont appris? Beaucoup aujourd'hui, même les agrégés, je suis désolé de le dire, réfléchissent avec la panse. Non, je suis désolé, ça fait mal. Ils réfléchissent avec la panse. C'est-à-dire, des fois, vous vous asseyez, vous regardez un intellectuel, quelqu'un qui est allé à l'école, assez brillant, assez intelligent, major de sa promotion, et ainsi de suite. Quand il se met à défendre une position que même un aveugle voit fou, vous vous demandez si c'est de la sorcellerie. C'est bien écrit, professeur. Et il a même tendance à vous rappeler qu'il est, si vous oubliez. Tentez un peu d'appeler un maître de conférence, docteur. S'il a l'arme, il vous abat. Il va nous abattre. Je parle des faits. Nous sommes à l'université. Donc, c'est autant de choses.
Ils sont restés donc justement. En tout cas, professeur Bossé, elle n'est pas comme ça. Je vous assure qu'il y a des maîtres de conférences ici, vous faites l'erreur. C'est vrai. Moi, j'ai modéré les débats. Vous modérez les débats. Vous ne savez pas qu'il est déjà passé maître de conférence. Et qu'on doit mettre PR. Par erreur, vous mettez docteur. Soit vous dites qu'il ne vient plus à l'émission, soit vous dites que vous avez manqué de respect. C'est-à-dire, vous voyez à quel niveau pourtant. C'est pas là-bas qu'on doit ressentir nos docteurs. C'est pas là-bas. C'est pas là-bas. C'est pas là-bas. Il y a tellement de champs d'action où on doit le ressentir. C'est-à-dire, quand on voit ces gens à distance, ils doivent nous inspirer l'espoir et la confiance. Mais quand on vous dit que beaucoup sont même englués dans les détournements de fonds publics, vous vous rendez donc compte que on est loin. Donc nous sommes encore des pays en voie de sous-développement. Le Cameroun est un pays en voie de sous-développement. À l'époque, on parle des pays du tiers-monde. Non, nous sommes en... Peut-être faut parler des pays du quart-monde. Nous, là-bas, nous, on a pitié. Nous sommes en voie... Regardez, nous sommes dans un pays quand même où on parle de milliards pour les stades, alors que vous arrivez dans une salle de classe à Yaoundé, dans des lycées où les élèves sont 4 par banc. 4 par banc. Ou parfois, l'enseignant trace le cercle à la main parce qu'il n'y a pas le compas de 1000 francs. Nous sommes en voie de sous-développement. Quand on va donc atteindre le sous-développement, on pourra donc imaginer qu'on sera en voie de développement pour espérer l'émergence. Avant de repasser la parole aux autres panélistes, lisons encore rapidement certains messages jusque-là parvenus. Et Dieu seul sait combien sont nombreux. Bonjour, le Cameroun est le seul pays où on construit un hôtel 5 étoiles d'un complexe sportif sous les gradins. C'est pour l'Indawai Escalier. Bonjour, perfecto. Selon moi, pour que les États sortent du sous-développement, il faut d'abord le concevoir sur le plan mental et spirituel. C'est-à-dire se défaire de certains aspects qui nous tirent vers le bas, et là on pourrait tendre vers le développement. Autre message ce matin: que nous manque-t-il, s'interrogea quelqu'un d'antan. Ouais, c'était la vraie expression, c'est le président Paul Biya. Aujourd'hui, s'il est possible d'imaginer qu'il ne nous manque rien, pourquoi ne sortons-nous pas toujours de l'auberge? Autre message, c'est notre frère Xavier de Beaumono qui nous envoie dans le message et nous le lisons. Bonjour à vous le plateau. Le sous-développement est l'adéquation des mentalités et des ressources économiques d'un pays. Maintenant, il y a des instruments qui régulent les mentalités face à la gestion des ressources disponibles à un moment donné. Merci Xavier. Autre message ce matin. Bonjour, les vaillants des mineurs. Parfait, et il n'y a pas d'eau à Yaoundé. Mais à chaque émission, je prends au moins 3 verres d'eau. Et du lac municipal. C'est quand tu ne sais même pas, Roger de Bonamou Sadiedouala qui envoie le message. Le lac municipal même n'existe plus. Le lac même n'existe plus. C'est pour ça que je te pose la question. On est en train de construire sur un hôtel. Bon, un hôtel que l'on nous annonce aussi il y a une quinzaine d'années. Hein. Oui, l'hôtel du lac. Donc, ça va passer les travaux avancent là-bas. On a mis la clôture. Depuis pratiquement une année, on ne voit plus. Et puis ça s'est arrêté. Autre message, vous avez nos 229 au Bénin. C'est Cotonou. Bonjour, parfait. Ici, le problème de développement des États est dû au système gouvernemental. S'il vous plaît, venez faire un reportage au Bénin sur le mandat du président Talon. En si peu de temps, vous verrez les réalités du développement qu'il a implanté. Restons simples. Comment un pays qui a le bois, comme le Cameroun, nos enfants s'asseyent encore à même le sol dans nos villages. Bonne émission, mes frères. C'est Ayinda de Cotonou. Professeur Ebossé, je voudrais que vous puissiez encore vous attarder sur cet aspect des choses. J'ai cité le président Paul Biya qui lui-même énumérait les atouts du Cameroun et il se posait la question: que manque-t-il? Le président l'a dit il y a environ 10 ans. Jusque-là, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Que manque-t-il à un pays comme le Cameroun pour atteindre le développement? Je préfère d'abord dire, et je l'ai dit souvent dans d'autres plateaux, oui, que on ne peut absolument rien faire dans une néocolonie. Claire. Bravo pour ça. C'est-à-dire qu'il faut couper le cordon à la source. Oui. C'est pour cela que quiconque tente cette démarche est complètement annihilée. Par les siens d'abord, parce que l'esclavage a laissé les contremaîtres. Oui. Mais aussi par ceux qui sont en face, qui vous regardent et envoient le message au tien en disant: ne le laisse pas bouger, sinon nous on est morts.
chaque peuple, je ne suis pas victimisante. Et je l'ai dit hier à mes étudiants, chaque peuple lutte pour sa survie. Tout à fait. Et quand les Occidentaux sont arrivés en Afrique, c'était parce qu'il leur faut du bois, du manganèse, du cobalt. Du diamant. Du diamant. Donc c'est une lutte au couteau. Nous sommes en guerre depuis plus de 5 siècles. Mais on rit, on danse. C'est pas moi qui parle, c'est Césaire. Donc, il faut déjà reformater, c'est-à-dire le système éducatif. Tout à fait. Et il faut amener les gens, il faut arriver à panafricaniser les mentalités des Africains. Et c'est ce que Jean-Philippe Omotunde avait commencé à faire. Comme il était dangereux en France, il s'est rabattu en Guadeloupe. Et quand il a senti le danger, il s'est rabattu dans ses origines au Cameroun. Et au moment où il voulait s'installer ici pour créer une université kémite, on l'a abattu. En plein vol. Au propre comme au figuré. Donc nous sommes en guerre. Tu as compris ça, hein? Je comprends. On est en guerre à cause du manganèse, à cause du cobalt, à cause du diamant, à cause du gaz, à cause de tout ce que la nature a transformé ici. Et que Omotunde disait 2 mois avant sa mort au Mali, aux jeunes étudiants à Bamako, que si nous étions un continent maudit, on n'aurait pas tout ça. C'est les autres qui sont maudits. C'est pour ça qu'ils sont prêts à tuer tout le monde en Afrique, en envoyant Ebola, tout ça. Et en faisant tout pour mettre des gens qui sont là pour protéger rien que leurs intérêts. Donc je pense que quelque part, il faut qu'on se le dise, il ne faut pas avoir peur par rapport à cela. Depuis plus de 5 siècles, ce continent est l'otage de l'Occident qui a besoin de se chauffer. Dans le fond du golfe de Guinée, c'est leur propriété, puisqu'ils ont pondu des documents, des ouvrages, comme quoi l'Afrique c'est leur avenir. Ah bon? Donc si l'Afrique est leur avenir, ça veut dire qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. Et que toutes ces histoires des McGill et tout ce que c'est des manœuvres de divertissement. Parce que le problème, il est ailleurs. Et cet ailleurs-là vous suit correctement. Tous ces faits et gestes que vous effectuez. Donc nous sommes un peuple pris en otage. Parce que même lorsque vous voulez vous battre, comment vous pouvez imaginer que vous voulez vous développer? Mais dans toutes les structures, lorsque vous essayez de faire un effort pour bien faire votre travail, on vous tape dessus. Et on essaie de tout faire pour donner de la visibilité, de la lumière. Parfois, je ne dis pas que c'est toujours ça, mais parfois, à ceux qui n'ont pas forcément le mérite. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de méritants qui ont leur place, c'est pas ce que j'ai dit. Mais je suis en train de dire qu'il y a des moments où vous avez l'impression de patiner. Parce que vous essayez de tout faire pour améliorer les choses. Mais on ne reconnaît pas à sa juste valeur. C'est-à-dire que ceux qui veulent faire avancer. Alors, moi, je retourne la question. Ceux qui, qu'est-ce qui ne fait pas, qu'est-ce qui manque? La méritocratie. C'est la méritocratie qui est à la base. On avait des tableaux d'honneur depuis les écoles primaires. Ça a disparu. Hein? Il y avait des bourses qu'on accordait aux enfants méritants. Ça a disparu. Donc, tout le monde sait ce qu'il faut. Mais nous ne faisons rien. Parce qu'il y a les pesanteurs d'en haut qui nous tapent, qui nous demandent des comptes. Hein? Comme les professeurs d'université ou les enseignants dans le temps, lorsque vous produisez un ouvrage sur les Pygmées, vous allez chercher la préface de quelqu'un qui est 5 ans de Canada là-bas, qui n'a rien à voir avec ça. Parce qu'il faut que le livre soit préfacé par un blanc. Donc, c'est sérieux. Il nous faut donc un plan d'ajustement culturel, comme dit tout Gababa. Plan d'ajustement culturel. Et décoloniser les mentalités. Ariel Meunier, le professeur essaie de dire pourquoi nous ne développons pas. Il a d'abord parlé de rester dans cet aspect néocolonie.
il a parlé de l'aspect éducatif, il a parlé justement de ces pays africains qui sont pris en otage. Parfait, je suis tellement ému à écouter le professeur parce que je suis dans la même école qu'elle. Donc quand je parle, ça veut dire, quand je l'écoute, j'écoute Etunga Mangele, j'écoute Philo Benga, Cheikh Anta Diop, le professeur Emmanuel Pondi, M.O. Nangini. Donc c'est notre école, l'école du développement. Donc je suis en plein dans les théories. Oui, nous sommes en plein dans les théories du développement que nous devons mettre en place aujourd'hui en Afrique. Il faudrait savoir d'abord que les Africains doivent d'abord penser à leur propre nature, à eux-mêmes. Nous devons d'abord nous ressourcer, puisque le développement de l'Afrique ne viendra pas à partir de l'Occident. L'Occident a pillé. Nous avons tous parlé et continue de piller. Nous avons passé près de 5 siècles avec l'esclavage. Après l'esclavage, ils nous ont amené la colonisation. Après la colonisation, ils nous ont mis sur les plans d'ajustement structurel. Vous voyez un peu, avec la Banque mondiale, le FMI, le GATE et tout. Aujourd'hui, après les plans d'ajustement, on nous a amené des maladies. Aujourd'hui, nous avons la Covid. Oui. Donc, ils ne nous laisseront jamais nous démarquer. Jamais. À tout moment, lorsqu'ils verront que l'Afrique essaye de se démarquer, il y aura toujours une cela signifie donc qu'en réalité, nous avons notre destin entre nos mains. Nous n'allons pas passer le temps à faire justement cette autopsie en disant que ce sont eux qui nous tiennent en otage. Mais que faisons-nous? C'est pour cela qu'il est d'abord important de remettre en place une conscience africaniste. C'est pour cela que dans ma thèse de doctorat, par exemple, je suis sorti un peu de logique institutionnaliste. J'ai créé ce qu'on appelle le structuralisme négro-africain, où je m'appuie sur les travaux comme les Julius Nyerere, les Modibo Keïta et Kwame Nkrumah. Oui. Et là, j'essaie de montrer quoi? Que nous, les Africains, nous devons penser d'abord à nos réalités sociales. Nous ne pouvons pas adapter ce que nous voyons forcément à l'extérieur et ramener cela sans tenir compte de nos spécificités propres. Tu viendras au département. Merci, professeur. C'est un honneur pour moi. Je vais répondre. Donc, vous voyez que c'est ça un peu. Toujours vouloir penser comme l'autre. Mais nous avons nos réalités et ce n'est pas facile. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous les Africains, nous voulons copier, mais nous copions de quelle manière? Nous copions de quelle façon? Est-ce que les capacités à copier sont les mêmes? Non. Mais non. Tu ne peux pas copier ce que l'autre a fait. Aujourd'hui, regardez les pays comme l'Inde. Ils ont maintenu leur spiritualité. Exactement. Nous avons détruit nos spiritualités. Vous pensez que la spiritualité est également importante? Dans le développement. Le cœur du développement. La Chine, le Japon. L'Inde. Nous les Africains, nous avons perdu. Nous prenons la franc-maçonnerie, nous copions. On a bâti les églises où? Parfait. On a bâti les églises sur nos collines, là où on appelait nos dieux. Combien de gens aujourd'hui connaissent encore que nous avons des rites chez nous, les bêtises, que quand ça ne va pas, on te fait les trucs là-haut, on appelle ça Warna. Combien de jeunes croient en ça? Mais c'est un pouvoir spirituel. On a bâti. C'est spirituel que nos parents ont grandi avec. On a bâti. Regardez le collège à Frère Saker et l'église. Où est-ce que Saker a atterri? On a atterri dans les Madouné. C'est-à-dire là où les douanes faisaient leur rite avec les bouts. Le fait d'avoir ces gens-là, c'est mystique. Ce n'était pas fait du hasard. Mais c'est pour réapproprier l'énergie. Laissons passer le côté là. On n'est pas là-dedans. On va déjà trop loin. Le pouvoir, la colonisation a fait d'abord réapproprier l'énergie. Après avoir, je parle sous son contrôle, réapproprier l'énergie vitale. On te vide et on ta culture. C'est ça l'aliénation. L'aliénation, c'est pas seulement... Et tu deviens le perroquet. Et nous sommes des perroquets. Oui. On nous a vidé de la substance. D'abord, la substance mystique. Ouais. Et la substance de la langue. N'oublie pas que la langue a une dimension mystique. Je parle aussi sous son contrôle. Oui, absolument. Parce que la langue n'est pas seulement la communication. Oui. Derrière la communication, il y a la vision du monde. Il y a la vision, la capacité de transformer le cerveau. Le fonctionnalisme de Yemslev. Le cerveau travaille, la langue pense et vous matérialisez à partir du verbe. Et tout cela a une connotation spirituelle. Donc arracher la langue, c'est arracher d'abord une partie de toi. Tu ne parles plus ta langue.
Aimé Cyprien Olinga, lorsque nous écoutons ce qui est dit sur le plateau, de manière... De temps en temps, nous avons froid au dos. Entre-temps, est-ce qu'il faut dire que tout est perdu? Non, tout n'est pas perdu. Est-ce que l'Afrique peut se ressaisir? L'Afrique... Une nouvelle Afrique est-elle possible? Absolument, mais l'Afrique doit se ressaisir. C'est pas une question de survie. Oui. Nous devons nous ressaisir. Et c'est pour ça que je suis très émerveillé par ce plateau, parce que dans ce que nous autres nous appelons la révolution, c'est tout ce qui est en train de se dire ici. Ouais. Je parlais tout à l'heure des accidents de l'histoire, Oui. la colonisation, l'esclavage et la colonisation. Mais nous devons partir de là pour nous projeter. Et c'est pour ça que nous avons parlé de refondation. Et lorsque et mon ami et frère Yada parle de l'éducation, je pense que le FDR, lorsque nous le créons, nous avons pensé qu'il faut partir de là, effectivement. C'est pour ça que, il vous souvient, plusieurs fois, quand j'ai toujours été sur votre plateau et ailleurs, j'ai dit toujours que il faut refonder préalablement également notre système éducatif. Parce que nous avons un concept éducatif, et c'est comme ça que nous l'avons théorisé au sein du FDR, qui n'a ni concept préalablement défini, ni type de société à construire, encore moins le type d'hommes et de femmes à former pour cela. Donc il faut partir de là. Donc repenser systématiquement, effectivement, comme ils l'ont si bien dit, notre système éducatif pour savoir quel est le type d'homme à former pour construire cette société que nous voulons bâtir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose en termes de refondation, lorsque nous parlons de notre programme, qui est le programme révolutionnaire de redressement national, le PRORENA, nous pensons également que quand vous avez déjà élaboré donc quel est le type de société, il vous faut un système économique. Et je disais tantôt, je parlais de la monnaie. Parce que lorsque nous avons conçu également qui malheureusement est le nôtre, le système corporatiste camerounais, et ça rejoint ce que le docteur disait tout à l'heure, c'est-à-dire que vous devez conceptualiser, concevoir un système de développement qui s'adapte, qui trouve des éléments. C'est ce que je parlais de la contextualisation. C'est pour ça que nous avons parlé du système corporatiste camerounais. Notre système économique, celui de notre parti, s'appelle le corporatisme camerounais. C'est-à-dire que nous prenons les valeurs que les autres ont priorisées, le libéralisme, le socialisme, et nous ajoutons les réalités africaines. C'est comme ça que nous l'avons défini. Donc, et maintenant, quand on l'a fait, il faut également que nous ayons suffisamment de courage. C'est pour ça également que le FDR a choisi pour modèle les panafricanistes, on appelle de sankarisme. Nous sommes des sankaristes, les militants du FDR sont des sankaristes, des panafricanistes. Donc des gens qui pensent l'avenir, qui pensent que effectivement l'Afrique a connu tout, mais on peut s'en sortir. Nous devons avoir le courage de nos convictions. Maintenant, vous m'avez posé une question d'entrée. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression que le message passe? Le message passe, mais malheureusement, et là il faut rester constant dans le temps, parce qu'il ne faut jamais se décourager. Nous avons ces pesanteurs auxquels faisait allusion madame. Vous aurez des contre-maîtres, ça dit que c'est des contre-maîtres, des gens qui sont mis à la tête de nos États, qui sont là pour protéger les intérêts de ceux qui ne veulent pas que nous nous en sortions. Et donc, lorsque vous commencez à voir des réflexions comme Thomas Sankara, des théories qui peuvent valoriser l'Afrique, mais c'est par eux que votre malheur va commencer. C'est eux qui vont commencer à vous matraquer. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que les gens qui tiennent ce type de discours révolutionnaires et refondateurs n'avancent pas parce qu'effectivement, le premier obstacle que vous avez affronté, ce n'est pas l'ancien colon. Il y a quelqu'un qui est là, son représentant, pour vous empêcher. Il est même un peu plus violent. Parce que si vous allez, il pense que vous allez prendre sa place. Il ne pense pas. Lui, il ne pense pas le développement. Lui, il pense à sa place. Donc, mon fauteuil, mon pouvoir. Il ne sait pas que le pouvoir, c'est un instrument juste qui vous permet justement de développer votre pays, de donner à vos populations le bien-être auquel ils ont droit. Parce que c'est un droit que les dirigeants ont à donner un mieux-être à la population. Et enfin, je voudrais dire qu'il faut que les Africains aussi comprennent
comme Madame l'a si bien dit, et Sankara le disait, rien ne s'obtient sans la lutte. Seule la lutte libère. Aussi longtemps que nous aurons des populations qui sont très contentes de rester au bas, de faire des commentaires, des jouisseurs. Quand vous leur dites, il faut revendiquer, il faut vous mettre dans une posture des gens qui se posent la question, où allons-nous, qu'est-ce que nous allons devenir, qu'est-ce que nous allons devenir à nos enfants. Ils commencent à voir les politiques là, tout le monde ne va pas faire la politique. Et ça nous maintient également dans le sous-développement. Merci beaucoup. Lisons encore quelques réactions de téléspectateurs. Rebonjour Perfecto. L'histoire du pétrole camerounais ferait penser à un monsieur qui a des champs de plantains ou de pommes de terre. Il les vend et rachète plus cher les frites, ce qu'on dépense depuis des décennies pour soi, dit-on, subventionner ce pétrole, aurait construit des dizaines de raffineries dans ce pays et créé de l'emploi. Mais apparemment, nos dirigeants ne sont pas dans cette optique. Sinon, comment quelqu'un fait pour acheter des ordinateurs PB au lieu de monter des usines de montage? Voilà. Tout ce qu'ils ont voulu faire était de mettre le porno dans les manuels de nos enfants. On se rappelle du fameux livre de 5e. Mais là, il ressort juste simplement le problème de la mauvaise gouvernance. C'est dans le livre de 5e que moi j'ai appris des nouvelles choses. J'ai appris un truc là, le conilingus, et tout ça. C'est dans le livre de 5e. Madame, professeur, ne me menacez pas du regard. C'est écrit dans le livre de 5e. Le conilingus, et tout ça. Un enfant de 10 ans, on lui apprend ça. Bonjour parfait. Le Cameroun est un pays tordu, comme la tortue. Comme la tortue, quoi. Chacun fait comme il veut. Moi-même, je suis dedans. C'est bien. C'est Abdoulaye, débutant, qui nous envoie ce message. Une autre préoccupation avant de repasser la parole aux autres panélistes. Bon, il m'envoie des documents. Voilà le ministre qui dit qu'il ne connaît pas l'affaire de l'argent là. Il parle de l'affaire McGill. Je vais lire ces documents après mon plateau. Bravo, le plateau même. Le grand frère parfait ici prend peur quand on lui révèle sur le plateau que Jésus-Christ et Mohamed, c'est la grosse arnaque spirituelle en Afrique. Confiez-les au plateau Tchoulin d'Africa, s'il vous plaît. C'est Rodrigue de Ngaoundéré. Rodrigue... C'est un vieux débat et un débat très compliqué. On va le mener un autre Bien jour. Sûr. Mais rassurez-vous, j'ai toujours dit depuis des années que j'étais un bantou d'essence traditionnaliste. Assimi Ngota en est une illustration parfaite de ce qu'exprime le professeur et le président du FDR. Un autre message ce matin. Bonjour Perfecto, j'ai dit, le monsieur en costume gris, là, c'est le frère de Yada. La ressemblance là est forte, Massa. Par rapport à l'infidélité là, Perfecto aussi, même le carburant fait des infidélités aux stations-service. Qui sommes-nous pour être fidèles? Arnaud Victor et Yada. Peut-être proposer quelques esquisses de solutions. Aimé Cyprien l'a dit, Madame l'a martelé, l'Afrique doit se ressaisir. Ce n'est même pas un débat. Oui, moi je vais rester sur ma position, qui embrasse les positions des autres sur le système éducatif. Vous insistez sur l'éducation. On ne peut pas développer le Cameroun avec un baccalauréat à 4 en allemand, je suis désolé. Pas du tout. Ou un baccalauréat en espagnol, ou un baccalauréat en chinois ou en italien, je suis désolé. Il nous faut dans ce pays un baccalauréat en Maka, en Bamou, en Sawa, en Ewondo, en, je sais pas moi, Bafang, parce que lorsque vous faites ces séries-là, A4, loin de vous dire au baccalauréat en Espagne, vous racontez l'histoire de l'Espagne. Si les enfants connaissent tellement Franco, la dame disait, ils connaissent Franco, ils savent rien de Oumiobe, je suis désolé. Et quand on s'est approprié de votre histoire, on s'est approprié de vous. Si les Camerounais connaissent leur histoire, il n'y aura pas de situation comme la guerre du Nozo. Il n'y aura pas de tribalisme, on n'aura pas besoin de venir avec les lois Arnaud Victor Yada, pour s'attaquer profondément à un État, attaquer voir son éducation. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes les enfants d'une même cellule, d'une même souche. On s'est détaché par les coups de l'histoire et le serpent qui traversait là-bas ou qu'elle n'a pas pu traverser, il allait ainsi de suite. Il faut réapprendre l'histoire au Camerounais. C'est pourquoi beaucoup
parle non du retour aux sources, mais du recours à nos sources. On ne voudrait pas qu'on rentre à l'époque des caches-sexes, et ainsi de suite. Mais nous ne devons pas aller dans la mondialisation comme des moutons. Parce que là, nous y allons comme des moutons. C'est-à-dire, tout ce qui est là-bas, on ne peut pas faire. C'est-à-dire, sex-tape, on plonge aussi. Ils savent pourquoi ils ont la culture des sex-tape chez eux. C'est pas la nôtre. Nous, on sait que le sexe, par exemple, chez nous, est quelque chose de sacré. Donc, il est venu le temps. C'est pourquoi ils nous apportent les cunnilingus, l'homosexualité, tout ça. Ça ne correspond pas avec les réalités camerounaises et africaines. Et je pense que c'est dans notre système éducatif que tout se joue. Alors maintenant, il faudrait que ceux qui ont notre éducation en main sachent qu'ils ont une lourde responsabilité. Et je sors en disant que quand nous, on sera président de la République, pour nommer un ministre, par exemple, je dis quand nous serons président de la République, c'est pas bien, je dis que c'est très bien. Quand nous serons président de la République, on ne va jamais nommer un ministre du tourisme qui ne connaît pas tout le Cameroun. Nous, le tourisme va aller en congé. Notre frère du Nord, je suppose qu'il connaît tout le Cameroun, c'est une très bonne chose. C'est un bon ministre qui connaît. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, ceux à qui on donne certaines responsabilités doivent d'abord prendre la mesure de la responsabilité qui est la leur avant maintenant d'implémenter cette dynamique sur l'étendue du territoire qui n'attend que les bons résultats. Nous avons connu un écrivain, un professeur ébossé, il s'appelait René Dumont. Il nous a dit que l'Afrique noire était mal partie. Les gens ont tiré sur lui la magie. Il est revenu des années plus tard. On pensait qu'il devait changer. Il a dit que l'Afrique est maintenant étranglée. Il faut faire très attention parce que René Dumont, c'était d'abord un ingénieur agronome. Ouais. Donc, quand il disait que l'Afrique noire est mal partie, d'abord le titre c'était pour vendre. Parce qu'à l'intérieur du titre, il n'y a rien de négatif dedans. Il a voulu tout simplement faire comprendre que si l'Afrique va commencer par les certains textières, c'est-à-dire que ce qu'il dénonce aujourd'hui par les doctorats et les autres bazars du général, on a dit, nous avons des terres. Et l'Afrique doit d'abord commencer par réévaluer ses terres, parce que la richesse d'un peuple, c'est d'abord sa terre. Et que l'Afrique doit d'abord, ne trompe jamais, doit mettre le moyen pour le développement, n'est-ce pas, de son agriculture, pour faire son autosuffisance alimentaire et la richesse, d'autres richesses vont s'en suivre. C'est là où nous voulons en venir. Bon, maintenant, comme ça a jasé, il s'est dit, bon, pourquoi ne pas enchaîner? Il n'y a jamais un sans deux, parce qu'après tout reste un occidental, il veut de l'argent. Après, c'est devenu l'Afrique étranglée. Mais sauf que là, dans ce titre-là, qui est quand même un titre très, très évocateur, jusqu'aujourd'hui, c'est ce que tout le monde dénonce ici, l'étranglement de l'Afrique depuis plus de 5 siècles. Donc, ce qu'il a dit tout à l'heure par rapport à l'éducation, moi, je propose d'abord qu'on fasse un effort pour réfléchir en profondeur pour cette question de la spiritualité africaine et redéfinir la notion du travail. Parce qu'un peuple qui a travaillé pour rien pendant des siècles a une très très mauvaise idée du travail. Est-ce qu'on doit continuer à prier Jésus et moi-même? Mais c'est ce que je suis en train de dire, que nous devons réfléchir sur la question de spiritualité. Parce que le fait de rester, crier le matin jusqu'au soir pour des problèmes sociaux, alors que ce n'est pas là que ça se résout, même si tu ne travailles pas, que tu ne bosses pas, tu as beau prier du matin jusqu'au soir. Vous obtiendrez. Oui, mais ça c'est symbolique. Il veut tout simplement faire savoir qu'il faut avoir une pensée forte de la positivité et vous aurez ce que vous voulez. Parce que le problème de Jésus, le problème de Jésus là, c'est une anecdote. Comment ça? Voilà. Anecdote comment? Vous êtes en train de blasphémer, professeur. Ah non, pas du tout. Quand on dit que Jésus c'est une quand on dit que ça n'a jamais existé. Non. C'est quoi? Non, c'est une métaphore. Lorsqu'on dit par exemple que demandez, vous obtiendrez, ça ne veut pas dire que vous devez rester. Arriveront le royaume des cieux. Oui, et ça c'est les parties qu'on réservait aux colonisés. Hein. Je tiens à te rappeler que la Bible, telle que les Occidentaux le lisent chez eux, ce n'est pas les mêmes parties qu'on donne aux Africains. Voilà, c'est ça. Donc il y avait des parties qui... C'était le lavage de cerveau. Il a parlé jamais de Dieu, car ils connaissent Dieu. Et si on te gifle de la joue gauche, vous montrez la joue droite. Oui, parce que c'est un signe d'humilité. L'humilité, tu le verras. Oui, mais parce qu'ils travaillaient dans les travaux forcés, les exploités, donc il fallait leur mettre dans la tête que les travaux forcés qu'ils sont en train de faire là, ça ne veut rien dire. Ils auront la recherche. Pardonnez le colon 77. Merci beaucoup. Je suis désolé, les autres n'auront plus pris la parole. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Vraiment, toutes mes excuses.
c'est comme un bon vin. Il n'est jamais en damjane, c'est un verre. Donc merci au docteur Ariel Meunier, expert en matière d'intégration, qui était là ce matin. Merci à Aimé Cyprien Linga, j'aime appeler le président des révolutionnaires, hein, le FDR, le Front démocratique révolutionnaire. Merci infiniment au professeur Cécile Ebossé, chef de département du côté de Yaoundé 1, qui est encore venu nous rendre visite ce matin, très apprécié des téléspectateurs par son expertise. Elle n'est pas de celle que nous disons sois belle et tais-toi. Merci à Arnaud Victor, hein, notre invité permanent. À 12h, vous aurez votre journal de la mi-journée. À 19h, le journal en anglais. N'oubliez pas, à 20h, le journal en français. À 21h, vous aurez votre programme à caractère mystique. On appelle ça ici Angle Mystique. À 22h30, c'est la rediffusion de ce programme. Avec tout ça...